Ça y est, il est là, enfin, le live du début de la semaine, le live de mardi. Il est enfin en ligne, c'est la vidéo de la semaine. 1h45 de live et encore une semaine de boulot pour le remonter intégralement. C'est un mélange entre la dernière session de live et, comme d'habitude, des sessions rajoutées à la post-production ainsi que sur Discord. Je précise aussi que vous trouverez en description de la vidéo un timecode, un sommaire qui vous permet d'accéder directement aux parties que vous souhaitez regarder avant d'autres, donc pour faciliter la lecture de cette grosse vidéo. C'est parfois drôle, c'est parfois un peu plus dans la réflexion, mais dans tous les cas c'est plus spontané. J'espère que ça vous plaira et la semaine prochaine ce sera épisode normaux JSPC. Toujours pareil, je poste en une fois une grosse vidéo, pas vraiment d'alternative en ce moment. Merci Cognac J, à vous les studios et bonne vidéo. Bon allez, on attaque tout de suite avec la palme du bon goût de la semaine. Oui, j'ai envie de récompenser ceux et celles qui, parmi nos politiciens, savent faire preuve d'élégance, savent faire preuve de bon goût, savent faire preuve de subtilité, bref, d'un esprit mousquetaire. Et la palme du bon goût de la semaine, c'est bien évidemment Christophe Castaner. Et moi, j'invite la classe politique à beaucoup de modestie. J'ai été surpris d'entendre Olivier Faure ici dans votre micro. Je connais bien Olivier Faure à titre personnel depuis longtemps. Je l'ai accompagné dans ses divorces, dans ses séparations. Et c'est vrai que j'ai entendu, en étant assez étonné, ces leçons de morale. Voilà, donc là on est bien d'accord, on a le ministre de l'Intérieur de la République, en charge de l'intégrité physique et de la sécurité des personnes, qui vient ouvertement de faire une allusion en direct à la vie personnelle et familiale d'un ancien ami à lui devenu un opposant politique, dans le but de le déstabiliser à une heure de grande écoute. Non, mais attendez, il faut faire quoi? Il faut mettre la BO du parrain en arrière-plan pour que les gens comprennent d'où viennent les méthodes ou pas? Parce que là, vous choisissez un truc, que ce soit sa gourmette, ses soirées putain coke au Macumba, ou sa gueule qui inspire la confiance à peu près aussi loin qu'on peut lancer un piano. J'en sais rien, choper quelque chose, mais qu'on se fasse une raison. Qu'est-ce qu'il fout encore là, hein, sans parler de la demi-centaine de mensonges en direct à la télévision, notamment pour couvrir des histoires de morts, de bavures policières, pas vraiment très claires. Donc on fait quoi à un moment? Il faut aller jusqu'où pour que les gens calculent? Après, c'est aussi le problème de l'information, hein. Les gens ils savent pas véritablement séparer le bon grain de l'ivraie. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le point culture de cette semaine. Très très bon ouvrage de Frédéric Martel pour faire la part des choses justement entre l'information et le parti pris. Un ouvrage qui s'appelle Sodoma. Non, ça n'a rien à voir avec la littérature de Marlène Schiappa, détendez-vous. Hein, mais c'est un ouvrage qui traite en fait de l'observation des faits et des biais personnels. C'est vraiment comment, c'est comme ça qu'il le dit, distinguer les faits relatés de la démarche militante. Et d'ailleurs, c'est un militant à titre personnel. Il sait de quoi il parle et ça, c'est bien. C'est un type qui n'a pas peur de dénoncer le communautarisme et l'extrémisme là où il se trouve. Église, obsèque du militaire et le péniste Roger Olindre à l'église Saint-Roch, ce 6 février, en présence de Jean-Marie Le Pen, de militaires faisant le signe nazi, non c'est le salut nazi, hein, de prêtres extrême, merde, ah ouais, et une paroisse bien repérée qui évolue vers la droite dure. Ah, vraiment là, c'est vraiment magnifique. Seul tout petit point de détail, comme dirait Jean-Marie qui était présent, la prochaine fois, si tu veux nous donner des leçons d'objectivité, enfin de traitement des informations et des images et de biais politiques personnels, évite de confondre salut nazi et salut scout. Parce que là, en l'occurrence, c'était ça. D'ailleurs, on le voit parce qu'il y a un doigt replié. Voilà, tout le monde t'a défoncé, t'as supprimé ça en 2-2, mais bon, espérons que le bouquin se vende quand même. Après, on a bien rigolé, c'est cool, hein. Enfin, mais c'était pas le but de la démarche, parce que le mec bosse pas chez Koé. Voilà, il est à France Culture, c'est-à-dire que théoriquement c'est lui qui nous donne la culture, donc c'est là où c'est un petit peu plus emmerdant. Puis bon, il aurait été humoriste, de toute façon ça aurait rien changé puisque les humoristes sont des connards. Ah si, là je suis désolé, je fais mon mea culpa, c'est la République en marche. Oui, ils ont trouvé cette semaine pourquoi ça allait pas bien en France, c'est de la faute des humoristes. Vous le dites avec plus de violence que je ne le dis. Oui. Je vais pas lire à l'antenne, mais le mot est plus fort. On se fait terminer à coups de latte dans des matinales. Et après, on dit c'est bizarre quand même, les Français n'ont plus confiance dans les politiques et les politiques sont tous des cons. Non mais Ça, attendez. même pas ça. Je voudrais dire, ça n'a pas commencé avec France Inter. Les Guignols ont aussi un peu commencé le travail. Attendez, Haroun, il faut que ce soit contradictoire. Je pense qu'on arrive aussi, et on va en parler, je pense, c'est pas anormal que certains politiques se disent, plutôt que d'aller prendre de la hauteur de vue, là-dessus j'adhère assez à ce que vous avez dit,
bah, je vais plutôt me vautrer dans la fange humoristique et ça fait du Pépé Grillo Justement. et ça fait du Trump. Pépé Je veux juste Grillo, poser là. Trump, Attendez, Boris Johnson. Je veux juste On va venir à la dans question 15 justement piges où tout ça nous amènera. des C'est pas comiques qui nouveau, gouvernent. Le mais dans la situation comico-populisme. actuelle, Mais est-ce- Après, c'est pas grave, hein. LREM, c'est un peu des amateurs, et c'est pour ça qu'on les aime. Et d'ailleurs, notre président les a félicités d'être des amateurs. Oui, il l'a dit. Personnellement, j'avais pas forcément besoin de calinothérapie, mais personnellement, j'ai été convaincue par ces propos parce qu'encore une fois, c'est des propos clairs. Vous savez, quand vous avez un président de la République qui vous explique que de toute façon, nous réussirons tous ensemble ou nous échouerons tous ensemble, que les quelques personnes, parce qu'il a envoyé aussi des messages, qui voulaient être sur un radeau face à d'éventuelles tempêtes, et la tempête à venir, c'est quand même cette réforme des retraites que nous devons réussir. On n'a jamais vu un radeau survivre à une tempête, donc nous devons tous rester ensemble et soudés. C'est des propos qui vont dans le sens de la majorité qui s'est engagée à un moment donné derrière lui. Donc il nous a parlé aussi très sincèrement du fait qu'on nous traitait d'amateurs, et il nous a simplement dit qu'il fallait qu'on soit fiers d'être des amateurs, parce que quand il a demandé à des députés comme moi issus de la société civile de se présenter, ben oui, on n'est pas des professionnels, mais pour autant on fait le job. Alors ça, pour ceux qui reconnaissent pas, c'était la meuf qui s'était fait insulter de Playmobil et qui a dit quoi, vous me traitez de Playmobil, CSA, les pires heures de notre histoire. Voilà, c'est elle. Et là, c'est bizarre, mais elle se fait insulter. Mais elle le voit même pas, c'est étrange. Non, parce que quand il dit amateur, dans sa tête, il pense débile léger en fait. Si tu veux, voilà, il le sait, pose caca, que dans la vraie vie, la société civile que vous représentez, faire dire que vous êtes une bande de ploucs. Il le sait, ça. D'ailleurs, en privé, comment il vous appelle, les brels. Voilà. Donc faites vous-même la traduction, mais Benalla aussi. Il était fier de l'avoir engagé. Je suis fier de l'avoir embauché à l'Élysée. Bon, après, la bonne nouvelle, c'est quand même ils envoient aussi des spécialistes, soyez rassurés, des gens qui sont compétents dans les dossiers, comme Brigitte Macron, qui a enfin rencontré Sarah Abitbol. Effectivement, la victime d'un entraîneur qui couchait avec son élève de 15 ans a été reçue et entendue par une professeure qui couchait elle aussi avec son élève de 15 ans. Comme ça, on reste vraiment sur une oreille attentive, c'est merveilleux, c'est le progrès. Bon les amis, moi ce que je vous propose c'est qu'on commence direct avec le progrès. Mais si, mais comme ça c'est fait, et puis après on peut passer à autre chose, et puis peut-être que pour une fois on va s'ouvrir un peu aux autres, et on va arrêter de passer pour des nazis, d'accord? Écoutez, on va faire un top 5, je suis sûr qu'il y a au moins une idée que au moins vous pourrez trouver bien et appliquer dans votre vie de tous les jours, d'accord? Bande de fascistes, c'est parti. Numéro 5, on va commencer avec la nouvelle tendance. Alors vraiment, c'est pour ceux qui veulent avoir le progrès BAT, le progrès IN, le progrès Chebran, le progrès 4, 5, 6.0, vraiment être au maximum, avoir toutes les expressions pour briller dans les dîners. Donc c'est la nouvelle tendance du progrès, après le manspreading, après le man-cutting, après le man-interrupting, après le manspreading, subaquatique, après le man-washing, après le man-interrupting. Voici la nouvelle tendance, le manswearing. Vous connaissez pas le manswearing? C'est quand les hommes répondent à la place des femmes. Exactement. Ça veut dire, toujours pareil, que écarter ses jambes dans le bus, c'est être un casse-couille mal poli et mal éduqué. Mais non, quand c'est un homme, c'est spécifique, c'est-à-dire que c'est du manswearing. Parce que le man-cutting, le man-trussing, le man-swearing, une subvention, enfin une oppression égale une subvention peut-être, donc on tente des trucs. Voilà. Et là, il y a une meuf, elle te dit, un jour un mec dans la rue m'a demandé son chemin, je lui ai répondu, et mon petit copain de l'époque a répété ce que j'avais dit au mec. Je trouve ça ubuesque, le mec n'avait rien demandé, j'étais suffisamment énervé pour que je note l'anecdote, tac, voilà, 3 concepts de sociologie inventés en 10 minutes, et t'obtiens le manswearing. Numéro 4, mes amis, on va parler un petit peu culture. Une dramaturge canadienne demande aux critiques blancs, et uniquement blancs, de ne pas écrire sur sa pièce. Va te faire enculer. Mais non, mais ça n'a pas de sens. Mais alors là, c'est pas politique en plus. C'est vraiment l'homme de scène qui parle. C'est quoi le concept? Mais non, mais c'est con. À ce moment-là, tu portes tes escalopes et tu vas déter et tu fais un spectacle interdit aux blancs. Ah ben non, parce que les blancs, ils ont le droit de raquer $40 pour aller voir ta pièce à la con, là, mais par contre, ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils en pensent. Ah ben voilà, ça marche pas comme ça. Tu vois, c'est depuis Molière, hein, ça marche pas comme ça. Depuis avant même, Antisthène, il n'y avait pas de toi, tu refermes ta gueule, mais tu peux venir regarder quand même. Non, ça ne marche pas comme ça.
Numéro 3, les amis, au lieu de lâcher votre pognon pour aller voir des pièces subventionnées, ou pire encore, pour faire des dons et m'abreuver comme vous le faites si généreusement de dons, vous feriez mieux de garder votre argent. Bah oui, c'est moi qui vous le dis, d'arrêter de subventionner la haine, et vous pourriez vous payer des choses avec cet argent beaucoup plus intéressantes pour vous, pour le progrès, comme par exemple aller aux États-Unis, puisque c'est la tendance là-bas en ce moment, et payer 2500$ pour comprendre pourquoi vous êtes raciste. C'est pas une blague. Aux États-Unis, il y a des dîners, il y a des femmes blanches qui payent 2500$ pour aller dans des dîners et qu'on leur explique pourquoi c'est des connasses. C'est la nouvelle tendance. Alors c'est Nana qui a monté ça, une folle dingue de la théorie des races, enfin grosse sociologie américaine de gauche, voilà, celle-là, et qui nous explique que le blanc est intrinsèquement raciste. Et elle est même reconnue au sein de l'équipe pour être genre une des plus déterres et des plus exécrables, et surtout une de celles qui a le plus de biais de raisonnement et de délire historique complètement dingue, et les fameux délires de la race noire primordiale, machin, bidule, les trucs. Enfin, on n'est pas très loin du Wakanda, bref, c'est une folle dingo. Mais il y a des gens qui ont quand même gobé ce genre de discours à la con et qui pensent qu'ils sont intrinsèquement racistes. Et donc ils vont dans cette émission, on leur explique pourquoi. C'est fou. Et là, ils te prennent un exemple, c'est une nana, et elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle était raciste. Ça la faisait chier. C'était là, putain, je comprends pas. Et c'est vrai que c'était dur pour elle de comprendre pourquoi elle était raciste, puisqu'elle avait adopté 2 enfants noirs de petits Africains, voilà, pour les sauver de la misère, quoi. Et donc elle se dit, c'est bizarre, j'ai même fait ça et tout, je suis quand même... Pourquoi je suis pas raciste? Je mets aucune distinction. Je suis de gauche parce qu'ils prennent que des nanas pro-Obama de gauche, réellement. C'est le concept, c'est ouvert aux femmes de gauche. Donc pour comprendre que même chez les gens qui sont à 200% dans le progrès, ça reste des blancs, donc des racistes. Et elle va là-bas et tout. Et puis à un moment, l'autre lui demande, mais alors comment réagissent les gens quand on leur dit que vous avez adopté des enfants noirs? Elle dit, on s'en fout. Bon, une fois, il y a un mec qui m'a dit, waouh, c'est vachement bien ce que vous avez fait. Et l'autre lui dit, mais vous auriez dû vous insurger. Vous auriez dû vous insurger ce jour-là. Parce que là, vous êtes en train de valider le fait qu'il serait moins respectable d'adopter des enfants noirs plutôt que des enfants blancs. Mais vous êtes raciste, madame. Et là, la meuf, elle dit, je comprends. Elle a compris pourquoi elle était raciste et elle s'excuse. Alors que concrètement, elle a toujours adopté 2 enfants noirs et que l'autre, à part des conférences sur de sociologie hors de prix, si tu veux, elle n'a rien produit réellement, quoi. Mais bon, c'est l'autre, la raciste. C'est là où mon cerveau déconnecte. C'est peut-être moi, mais j'arrive pas à suivre. Numéro 2, mes amis, numéro 2, un petit peu de littérature avec une question très 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 sérieuse que se pose le journal Le Monde. Votre monde, d'ailleurs, il faudra être honnête, non mais avec les gens. Il faudrait dire notre monde, vous appelez ça comme ça, parce que c'est très beau, il y a de la science-fiction, je veux dire, quand t'as rien à la télé, tu vis des aventures, mais c'est pas le monde réel, enfin en tout cas c'est pas le mien, donc dites-le à un moment que c'est votre univers, vos points de vue, votre bien-pensance, tout ça. Enfin bon voilà, idée pour 2020, pour renommer un peu le journal. Donc le journal Le Monde, qui nous pose très sérieusement la question, l'hétérosexualité, c'est terminé. Merde, j'avais rien vu venir, j'étais à l'apéro il y a 10 minutes, et voilà, on n'est plus hétéro, c'est fou, la société, ça avance vite. Il pose quand même la question. Et donc, on va lire l'article ensemble, je pense, ça va être mieux. Sortir de l'hétérosexualité, le programme de la seconde édition, je me masse parce que je sens que je vais avoir mal, le programme de la seconde édition du festival des sexes et des femmes. Je sens qu'on a encore dû avoir droit à une quantité incroyable de cracheurs de feu, de jongleurs et de banjos. En septembre dernier à Paris, pouvait difficilement passer inaperçu. Ah merde. De fait, la polémique ne s'est pas fait attendre. Les conservateurs ont immédiatement dégoupillé le spectre du séparatisme, de l'hystérie et de l'effondrement de la civilisation de manière plus ou moins caricaturale. L'interrogation chez Valeurs Actuelles, l'outrage chez Marianne. Et pourtant, Virginie Despentes le déclarait elle-même au Monde en 2017, sortir de l'hétérosexualité a été un énorme soulagement. C'est votre argument? Non. Non, attends, tu es en train de dire... Donc il y a eu des polémiques, il y a eu des gens, ils ont parlé d'hystérie, de séparatisme, d'effondrement de civilisation, de questions quand même relativement importantes. Tu vois, interrogation, outrage, plusieurs journalistes. Ouais, mais il y a Virginie Despentes, elle a dit que lécher des chattes, ça lui donnait une bonne mine. Donc ça n'a aucun sens. C'est ridicule. Oui, mais attendez, il y a Virginie Despentes, elle a dit qu'il fallait bouffer des chattes. Non, mais oui. Et donc, elle fait ce qu'elle veut, Virginie Despentes, mais c'est pas la France, Virginie Despentes. Je n'ai pas compris, à part un vulgaire
appelle à l'argument d'autorité et encore de pipolité. Parce que là, excuse-moi, hein, c'est pas Aristote qui parle. Donc j'en ai rien à foutre de Virginie Despentes, moi. Si l'icône du féminisme français a franchi le pas, pourquoi pas vous? Mais parce que j'aime pas la bite. Non, je vous jure, ça peut être un obstacle. Et j'ai rien contre les gens qui aiment la bite. Mais moi, c'est pas une... Comment ça? L'idée de se passer des hommes fait son chemin sous la plume de Juliette Drouard pour Mediapart, hein, dans les pages du Globe and Mail, dans la vie privée des militantes. C'est-à-dire nulle part. Non, parce que y a personne qui s'intéresse à votre truc. Donc c'est pour ça. En fait, à part moi, je sais même pas pourquoi on perd du temps avec ça d'ailleurs, mais je veux dire, non, il n'y a pas eu un phénomène de société. Cette médiatisation est d'autant plus remarquable qu'elle s'est fait le cul à l'approche d'une Saint-Valentin au code un chouïa embarrassant. Ah bon? Vous êtes embarrassé, vous? Reposant sur un folklore. Ah, carrément, il y a des jongleurs et tout, on est à la cour du roi. Romantique, manifestement coincé dans les années 50. Ah bon? La Saint-Valentin, c'est les années 50? Mais chérie, moi, normalement, je rentre à la maison, je mets mes godasses, tu me mets les pantoufles, tu m'apportes le journal, un scotch, et j'ai le droit à une petite pipe. Ah bon? Ah, mais je me suis fait niquer. Moi, j'ai offert des fleurs comme un fils de pute. Ah, je suis vraiment un con, moi. Monsieur se fend d'un cadeau calorique de couleur rouge. Ouais, enfin... Madame joue les gigots d'agneau dans sa guêpière Made in China. Mais ça, c'est parce que vous avez des vies de merde. Ça n'a rien à voir avec les gens. Moi, j'ai passé une très bonne soirée. On a bouffé à l'italien en bas. Des pâtes, là c'était très bien. Un pichet de rosé, tu vois, et puis c'est reparti. On est reparti pour 2 ans avec ça. J'en ai rien à foutre si vous allez chercher des trucs à la con, Made in China, moi. Faites ce que vous voulez de votre vie, mais vous emmerdez pas les autres. Les modèles peinent à s'adapter aux avancées féministes. Bah, tu m'étonnes. Que le ramassis de conneries que c'est censé constituer, visiblement. Le constat est amer. Le mouvement MeToo ou pas, le modèle amoureux comme modèle sexuel peine à s'adapter aux avancées féministes. Bah ouais, c'est vrai, MeToo n'a pas niqué Tristan et Iseut. C'est con, c'est pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être un problème d'écriture, peut-être c'est un peu moins de... Mais vraiment, pourtant, c'était bien parti. La penseuse Peggy Sastre, ouais, la penseuse, son vrai métier, dites-le, arrêtez. Sociologue, physicienne, caissière, enfin, parce que moi aussi je suis penseur, si t'as envie. Même pas un philosophe, un truc à nous balancer. Portait d'ailleurs cette critique dès 2018 dans un essai au titre lapidaire. Comment l'amour empoisonne les femmes. C'est même du poison, on en est là. C'est dur, hein. Les enjeux sont considérables et bousculent des consensus auparavant inamovibles. Résumons. 1. Le lesbianisme politique et le féminisme séparatiste qui incarnait le repoussoir absolu gagnent progressivement en respectabilité. Oui, et c'est bien dommage. Parce que lesbianisme politique, c'est le projet de plein de gens d'associer le fion à la politique. Hein, DSK, Scott Bedditt, ce que vous avez envie, quel que soit le camp, si tu veux. Mais moi, pas du tout. Hein. Je pense que quand on est assez con pour définir son orientation sexuelle en fonction du climat politique de l'époque, c'est un gros trou du cul. Voilà, j'ai rien contre les trous du cul, hein, mais j'en ai un. Mais... non, c'est débile. Petite précision à la post-production rajoutée au moment du montage, je me permets de rajouter que ce que je dis est valable dans les démocraties occidentales ou dans tout autre pays où l'homosexualité n'est pas condamnée par la loi, n'est pas réprimée directement ou indirectement par les autorités. Hein, je veux dire, effectivement, quand tu vis dans un pays, je sais pas, du Moyen-Orient, dans lequel l'homosexualité peut être punie par la mise à mort, effectivement, ça peut avoir une légère influence sur ton goût, tes orientations et ce que tu te pousses à faire ou à aimer pour ne pas avoir d'ennui ou d'emmerde. Voilà, parenthèse effectuée, on peut reprendre. L'orientation sexuelle considérée, donc c'est le petit 2, comme une donnée impossible à déconstruire est désormais sujette à des reconstructions. Hein? Désormais, depuis quand? Depuis les années 60. Hein. Non mais vraiment, le déconstructivisme, il faut revenir un peu en arrière. La French Theory, c'est nous, hein, c'est Bibi. Donc depuis les années 60, on rentre en opposition du modèle patriarcal. C'est avant même les Américains d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. L'hétérosexualité, une simple option. Alors là, il n'y a plus de point d'interrogation. Là, c'est obligatoire. Autrement perçue comme naturelle, l'hétérosexualité se voit renvoyer une simple option. Ces thèses sont soutenues par l'histoire et l'anthropologie. Merde, c'est sérieux. Comme l'Antiquité grecque l'a démontré, on peut bâtir une civilisation brillante sans normes hétérosexuelles. Oui, mais les gens se reproduisaient. Et il y en a beaucoup dans l'équipe qui le remettent en question, ça aussi. Mais bien évidemment, c'est logique, oui.
Oui, non mais attendez, enfin, vous nous dites quoi pour l'instant, à part les Grecs qui s'enculaient? Je veux dire, qu'est-ce qu'on a de concret à bouffer dans l'article à part des mots compliqués? Par la décorrélation du biologique et du social, c'est là où ça commence à déconner. Prétendre qu'il faille se marier et vivre ensemble pour qu'un spermatozoïde soit absorbé par un ovule serait aberrant. Mais vous êtes con, en fait. C'est psychiatrique. Oui, on n'est pas obligé de se marier et de vivre ensemble pour qu'il y ait une fécondation. Non, il n'y a pas d'obligation. Que veut dire faux? Que veut dire le falloir? Si vous avez la connerie de revenir au biologique, à ce moment-là, non. On peut effectivement tous s'enculer au hasard dans la forêt. Si on a envie, on peut le faire. Oui. Mais moi, je pense que, tu vois, on a construit des trucs qui n'étaient pas trop cons. En Occident, par exemple, avec la monogamie. Je crache pas à la gueule les autres modèles, tout peut se justifier. Mais j'aimerais que les soi-disant féministes, soi-disant radicales, nous expliquent un jour comment elles arrivent à concilier leur antichristianisme primaire avec le paradoxe savoureux que le christianisme a quand même instauré, ce qui pour moi représente la revendication absolue de la femme, la monogamie. C'est-à-dire le fait que maintenant il y a un mec, une femme, voilà. On va gérer les angles après, ça va prendre 2000 ans. Mais au départ, on est deux dans la combine. Tu vois, tu fais pas ce que tu veux. Mais bon, bref, c'est toujours le même paradoxe. Si la majorité d'entre nous sont attirés par le sexe opposé, c'est parce que des contes de fées aux films hollywoodiens, des clubs sportifs aux maisons de retraite, des parents aux copains, tout nous y engage de manière implicite. Oui, mais il y a aussi le fait que je n'aime pas la bite. Vous ne voulez pas le comprendre. Est-ce que c'est possible de le comprendre? Pour citer Juliette Douard, activiste qui a fondé le fameux festival des sexes et des femmes, doucement les cracheurs de feu, le couple hétérosexuel met une personne dominante, vis-à-vis, pas grave, c'est pas grave, en vis-à-vis et en huis clos avec une personne structurellement dominée par il. C'est pas par lui. La personne, elle est dominée par un pronom. Donc, automatiquement, l'autre, c'est un Waffen-SS. Quoi? Non, mais c'est très intéressant. Mais les gens vivent aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème. Comment mieux surveiller, exploiter et punir? On va se faire engueuler en plus. L'hétérosexualité propose basiquement que le dominé puisse, à l'abri des regards, bien sûr, à Paris, pas dans les petits villages, toujours surveiller la dominée, même quand elle dort. Non, ça s'appelle un pervers, ça. Ou quelqu'un qui a des insomnies. Mais je veux dire, il n'y a pas de... Oui, elle aussi, elle peut. Quoi? La messe est dite, le couple met les femmes en danger. Malheureusement, la réalité statistique des viols et des féminicides valide cette option. Le féminicide, le truc que vous avez bricolé de toutes pièces il y a 1 an et demi. On est d'accord, c'est très bien. Bon, à la fin de l'article, il y a quand même un peu d'espoir. Voilà, la meuf, elle dit en tant qu'hétéro indéboulonnable, avec toute ma sympathie pour les dissidences, ma réponse est simple. Si l'hétérosexualité balkanise les femmes, rien à voir avec Patrick, par contre, elle balkanise aussi les hommes. Si l'amour menace le féminisme, c'est beau. C'est beau, c'est très vrai. L'amour menace le féminisme. C'est extrêmement joli, c'est extrêmement bien dit. Il ébranle profondément le machisme. Ouais. Alors, vraiment de bas étage, alors. Si le couple est un espace où la domination masculine peut s'exercer, il est également un espace où l'émancipation féminine peut faire des miracles, un espace où les femmes regardent les hommes dormir. Après, c'est bien, parce que ça finit quand même sur une touche de légèreté, une touche d'optimisme, une touche de poésie, qu'on va immédiatement quitter. Par contre, la poésie, pour passer au numéro 1, mon préféré, irrémédiablement de la semaine, c'est les chiottes du progrès. Oui, ça y est, il y a le caca du progrès, enfin il y a le caca, il y a la maison à caca du progrès, ils ont fait des toilettes pour l'inclusivité, mon cul sur la commode. Donc ça se passe à Toulouse, les Toulousaines sont-elles prêtes à emprunter les nouveaux urinoirs 100% féminins? Il faudra demander à Papacito, peut-être il pourra nous dire, ça, la virilité du coin en prend sérieusement un coup dans le museau. Des urinoirs exclusivement dédiés aux femmes sont installés pour une semaine dans la Ville Rose. Donc ils ont décidé de faire ça, c'est une très très bonne initiative, bon de l'extérieur ça ressemble un peu à des urinoirs, c'est fait avec des matériaux extrêmement basiques, pour le coup, c'est très minimaliste, il y a du plastique, du bois, de l'alu, tes impôts, et donc du coup ça ressemble à des chiottes normales, mais ces chiottes sont progressistes, elles permettent aux femmes de s'émanciper d'une discrimination systémique, qui est qu'elles n'ont pas de bite. Je suis désolé de le dire, mais c'est ça le truc, c'est qu'elles peuvent pas pisser un peu partout où elles ont envie, au milieu de la rue, parce que là c'est plus compliqué quand t'as pas de bite. Alors techniquement, les hommes n'ont pas le droit non plus,
Voilà, je pense que quand tu vois l'état lamentable des villes de la ville de Paris, par exemple, cette gigantesque déchetterie à ciel ouvert qui est devenue les 3/4 de la ville, il y a pas mal de gens qui n'ont toujours pas compris cette notion élémentaire de propreté, visiblement. Mais en soi, tu n'as pas le droit. Hein, normalement, c'est une amende. Donc, du coup, pour faire face à cette discrimination, ils ont construit des chiottes de l'émancipation. Voilà, on va dans le petit escargot. On dira un hand spinner, ça ne tourne pas. Parce que, à mon avis, peut-être les prototypes, les femmes tournaient. Bon, elles vomissaient, ils se sont aperçus que ça n'avait aucun intérêt. Mais il faut utiliser l'argent aussi qu'on te donne. Donc, sauf que, malheureusement, il y a eu un hic. Voilà. Alors, il y a eu un hic, c'est que ces connards, ils appellent ça un petit bémol dans l'article, tu m'étonnes, ils ont eu la merveilleuse idée de construire ça au milieu des tours d'immeubles. C'est-à-dire que les chiottes, elles étaient encadrées de HLM, si tu veux, et que tu avais 450 personnes qui se sont mis en mode Benjamin Griveaux, Fab de la main droite, jumelle optique de la main gauche, et du coup, le progrès était légèrement entaché, si je puis dire, malheureusement. Belle tentative, hein, peut-être la prochaine fois, penser à changer de lieu, ce serait pas une mauvaise idée, hein, mais bon, vous êtes parfait, vous êtes impeccable, changez rien, c'est pour ça qu'on vous aime. Bon allez, sinon quand même, en bonus, parce qu'on n'est pas des rats, quand même, une petite question à méditer chez vous, si vraiment rien vous en convaincu aujourd'hui niveau progrès, comme ça vous pourrez y réfléchir et vous serez peut-être moins nazi au prochain live. Hein. Est-ce que, à votre avis, c'est une question très sérieuse, hein, donc c'est de la sociologie américaine, donc il faut y aller les yeux fermés. Est-ce que tuer les femmes dans les MMORPG devrait être considéré comme du viol? Voilà, je vous laisse sur ça, et puis peut-être la semaine prochaine, j'aurai 2-3 progressistes de plus dans le live. Je n'ai absolument aucune forme de compassion particulière vis-à-vis de Benjamin Griveaux. Il est une des pires ordures de la galaxie Macron et de la galaxie LREM. C'est-à-dire qu'il est une des personnes, avec Christophe Castaner et Sibeth Ndiaye, qui sont la sainte trinité autour du père Macron. C'est très compliqué, là, c'est un deuil au milieu. Il est une des trois personnes qui insultent littéralement les Français le plus en permanence, qui va devant les caméras et qui ment ouvertement sur des choses qui sont vérifiables. Il insulte tout le monde jusqu'à ses collègues de travail. Je ne vais pas avoir de compassion particulière pour ce mec-là dès l'instant qu'il serait touché par un scandale sexuel. Je ne suis pas Griveaux, voilà, parce que maintenant il faut raisonner comme ça visiblement. Alors, est-ce que je cautionne la méthode? Ben oui, mais c'est pas bien de faire du mal aux gens, c'est vrai. Et c'est deux poids deux mesures, hein. Mais c'était pas bien de tuer des nazis aussi pendant l'occupation. Alors, j'estime pas que c'est des nazis, mais j'estime qu'on est occupé. Je valide pas le procédé. Je pense que le mec qui a leaké ça, là, n'est absolument pas idéologiquement d'un bord politique dissident. C'est ce qu'on appelle un éternel idiot utile de la Révolution. Alors, dans sa folie, il a des couilles, paradoxalement au fait qu'il se les cloue sur la place publique pour protester, pour les Pussy Riot ou je sais pas quoi. Уважаемый, встаем. Прекращаем съемку. Quand on fait ce genre de truc, c'est qu'on croit un minimum à ce qu'on fait. Donc je ne juge pas de la bonne foi militante et révolutionnaire de Piotr Pawlenski. Ça, c'est pas ça que je remets en cause, c'est l'utilité pratique de ce qu'il a fait. Et il est évident, parce qu'il y a des gens qui en doutent, que, en tout cas c'est mon avis, cela me paraît évident, Piotr Pawlenski ne semble pas être intéressé dans ce qu'il fait. On sait que la vie politique et industrielle française est truffée d'images de gens importants qui commettent des actes que la morale et ou le droit réprouvent. Et parfois dans des dimensions qui peuvent dépasser l'entendement, hashtag DSK, hashtag Epstein. On sait, notamment depuis l'affaire Epstein, et beaucoup d'autres affaires, mais spécifiquement celle-là, que ces photos sont utilisées par des gens comme moyen de pression et de menace afin de construire leur carrière. Et dans des histoires de diplomatie, il y avait eu des choses au Maroc aussi, bref. Piotr Pawlenski n'a pas utilisé ces images qui étaient à sa disposition d'une façon très conventionnelle. Car la façon conventionnelle, celle des gens intéressés, c'est de ne pas les sortir.
Ces informations n'ont de valeur, ces photos n'ont en général de valeur, ou ces vidéos, que quand elles sont utilisables comme levier de pression. Les sortir d'un coup et tout risquer, parce que ce qu'il a fait est manifestement illégal, c'est l'option la moins intéressée. Alors après, est-ce qu'il va prendre cher? Il est très probable qu'on se dirige là aussi vers un hashtag « il n'y aura rien ». Non, parce que aujourd'hui c'est avéré, donc on le sait. Piotr Pawlinski n'a pas eu le droit de voir un avocat pendant 36 heures. C'est une atteinte phénoménale au droit de la défense et aux libertés individuelles et à la déclaration des droits de l'homme et à tout ce que tu veux, qui fait que cela va très probablement aboutir à la nullité de l'affaire et dans un second temps on y est déjà, nous faire passer une fois de plus pour des branquignoles en matière de démocratie, tout juste bon à donner des leçons au Japon. Après, la méthode que le mec a employée, encore une fois, non, c'est loin d'être la classe, c'est sûr. Et c'est loin même d'avoir un impact réel, en fait, sur le pouvoir et sur la domination qui est manifestée de la part de nos dirigeants à notre endroit. Ça sert à rien, mais bon, c'est pas la question, ça. La méthode est surtout contre-productive. C'est un acte qui, à mon avis, est contre-productif pour deux raisons. Le premier, c'est que c'est très, 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 très difficile de réussir à avoir les gens avec soi et l'opinion avec soi dans ce genre de truc, parce que les gens vont toujours avoir une petite morale, genre, ah, attends, c'est bon quand même, merde, il y a des règles. C'est les gens qui s'aperçoivent pas à quel point nous ne sommes pas en démocratie, tous ces gens-là qui croient encore à la démocratie. Et puis c'est un acte qui ressoude la classe politique entre elles. Là, de Mélenchon à Marine Le Pen, tous unis contre la haine, à savoir c'est les vilains populistes la haine. Alors après, on va peut-être passer un bon moment. Parce que là, il a annoncé qu'il créait un site et qu'on allait avoir la suite du programme. D'autres vidéos, d'autres scandales. Peut-être qu'on aura l'after de la fête de la musique. Tu sais, le truc... pareil que Brigitte, elle est allée se coucher, mais que... bon, la femme de ménage, le lendemain, elle a frotté un peu la moquette. On ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'on aura la suite. Donc, à titre personnel, bien évidemment, que ce soit pour cette histoire de fête de la musique ou pour les histoires de cul de Griveaux, je ne condamne absolument rien sur le plan moral. Je laisse ça aux religieux, ça ne m'intéresse absolument pas, mais je ne crois pas que le niveau de compétence ou d'efficacité politique ait quelque chose à voir avec des histoires de derrière. Je ne pense pas, je pense que nous sommes le pays des maîtresses et des courtisanes. Je ne suis absolument pas choqué qu'un président de la République puisse avoir des maîtresses. Je ne veux pas d'une puritanisation de la société française à l'américaine. Encore plus, en tout cas. Je ne veux ni police de la braguette, ni société à l'américaine. Je veux pas... parce que la prochaine étape, c'est la Clinton, quoi. C'est-à-dire qu'on va faire tomber un mec parce que il foutu des cigares. Je veux pas de ça. Parce que je distingue la morale publique de la morale privée. Mais, paradoxalement, j'ai envie de dire bien fait. Parce que ce sont nos politiciens qui s'amusent à faire disparaître cette distinction entre la morale publique et la morale privée depuis des années. On l'avait déjà dit en live quand on avait abordé la question d'arrêter de dire que Macron n'a pas de morale. Macron n'a que de la morale, il n'a que ça en permanence. Sauf que c'est une morale privée, c'est pas une morale publique. Vous avez décidé ça. Vous avez décidé qu'on ne pouvait plus attaquer la personne publique sans attaquer la personne privée. C'est-à-dire que tu ne peux plus critiquer Sibeth sans qu'on te dise que tu es négrophobe, tu ne peux plus attaquer Chiappa sans être misogyne, et puis les hommes blancs privilégiés, pour le coup, ils n'avaient rien à bouffer. Avec Griveaux, maintenant, ils ont leur martyr aussi de l'horrible violence populiste, et ils vont tous s'unir, comme ils l'ont déjà fait, contre la haine pour définir le cadre de l'acceptable et du pas acceptable. La palme de l'indécence étant quand même François de Rugy, qui, au milieu de toutes les autres petites chattes qui sont allées dire solidarité entre les enculés, a déboulé et a dit Benjamin Griveaux, un tweet délirant, à tout mon soutien, enfin une déclaration, je suis exactement passé par là, je sais ce que c'est d'être jeté à l'opprobre du peuple et tout. Attends, François, t'es pas passé par là. Tu as bouffé, tu as détourné l'argent du contribuable français pour organiser des dîners privés. Griveaux s'est tapé une branlette. Tu arrêtes, voilà, il faut un moment arrêter de se foutre de la gueule du monde. Moi, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils font avec leur bite. Encore une fois. Maintenant, il n'y a pas un problème de moralité pour moi, il y a un problème de corruptibilité. Parce qu'on vit quand même dans un monde d'espionnage, et avant les puces dans le cul, avant les puces dans le bras, avant la propagande de BFM TV, avant les drones et avant les méthodes de contrôle de la population, de surveillance et de contre-espionnage et d'espionnage 2.0, il y a une méthode qui marche depuis 3000 ans, c'est la méthode de la bonasse.
C'est-à-dire que t'envoies une michto et ça marche. Alors, quand t'envoies une pute à Vladimir Poutine ou à Mahmoud Ahmadinejad, j'ai un doute sur les succès de l'opération. Mais alors, Griveaux président, 3 selfies under boobs, il te lâche le code de la bombe, l'enculé. C'est ça aussi le problème. C'est que De Gaulle ou même Chirac, j'ai un peu plus confiance. Mais dans l'équipe, ils ont des maillons faibles. Claire au petit, tu lui envoies un BG 9 sur 10 go muscu, tu vois, même un petit KB rasé de près, elle est pas loin de lâcher les codes. Alors c'est les codes de la permanence LREM de Clichy-sous-Bois, mais je veux dire, c'est pas impossible. Donc, et c'est d'ailleurs ce qui est plus ou moins en train de se produire, parce que visiblement, donc la nana qui a organisé le guet-apens, enfin la nana qui lui a fait envoyer des photos de sa bite, là, ou des vidéos de branlette, ce sera la meuf du dissident russe. Les déclarations d'Alexandra de Taddeo, mises en examen dans l'affaire Benjamin Griveaux. Devant les enquêteurs, lors de sa garde à vue le week-end dernier, l'étudiante de 29 ans a dit avoir reçu entre 5 et 10 vidéos de la part de l'ancien porte-parole du gouvernement. Selon une source proche du dossier, elle affirme en avoir enregistré 4 et son compagnon, l'activiste russe Piotr Pavlensky, affirme avoir volé l'une de ses vidéos intimes sur l'ordinateur de sa compagne, puis l'a mise en ligne, ce qui, vous le savez, a entraîné la chute de Benjamin Griveaux. Et bien évidemment, la récupération ultime, donc la LICRA, comme d'habitude, a sonné la première note. On le voit, c'est la justification de la nécessité de la fin de l'anonymat sur Internet. Et là, les articles de presse sont clairs et nets, il n'y a plus de oui, machin, c'est allons-nous, devons-nous abroger, avec toute son infaisabilité, bien évidemment, l'anonymat sur Internet. Puisque, bien évidemment, Griveaux qui se branle de son plein gré égale, racine carrée cosinus, supprimer l'anonymat sur Internet en France. Toujours les liens délirants, Laetitia Avia jubile, et toute la caste est à l'unisson pour restreindre une fois de plus les libertés individuelles, cette fois-ci au nom d'une branlette. Voilà. Il y a 2 mesures qui sont souhaitables, en tout cas à mes yeux. La première, c'est la fin de l'anonymat. Il faut se battre contre l'anonymat parce que c'est ce qui fait ressortir mécaniquement ce qu'il y a de pire chez chacun, l'anonymat. On le sait bien. On revient sur l'affaire Benjamin Griveaux avec toi, Julien Mielcarec. L'affaire qui relance un autre débat, celui de la régulation d'Internet, bien sûr, et des réseaux sociaux. Et oui, puis depuis quelques jours, on voit plusieurs personnalités de tous bords qui appellent à la fin de l'anonymat sur Internet. C'est le fait d'utiliser des pseudos sur le net. Alors de tous bords, je vous le disais, le député LaREM Bruno Bonnet, le président du Sénat Gérard Larcher qui parle qu'il est grand temps de réguler les torrents de boue qui se déversent sur les réseaux sociaux. Ce score de 33%, il monte à 45% dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon et à 47% dans l'électorat de Marine Le Pen. Des électorats dans lesquels il y a aussi beaucoup de jeunes. Donc vous voyez si c'est inquiétant. Le rejet des élites est tel que le petit peuple, les sans-culottes, les sans-dents, appelons-les comme on veut, eh bien considèrent qu'eux, ils ont cette arme-là de pouvoir sur les réseaux sociaux se déchaîner et que cette violence-là, elle est possible. Les réseaux sociaux, c'est un espace sauvage. Les gens considèrent que c'est comme ça. Pire, certains considèrent même que ça doit être comme ça. C'est-à-dire que les réseaux sociaux doivent échapper à toute règle, échapper à toute norme, qu'on doit être dans l'anomie, c'est-à-dire que c'est l'espace où le citoyen lambda peut taper très très fort contre des gens qui sont par ailleurs, eux, protégés ou qui ont droit à une visibilité. Donc c'est très inquiet sur cette anomie plébiscitée, en tout cas accepté par une bonne partie des Français. Moi-même, j'avais proposé il y a quelques années, c'était sur les ondes d'RMC, j'avais dit mais les Chinois arrivent bien à bloquer tous les mots qui parlent de démocratie. Pourquoi nous, on n'arrive pas à bloquer tous les mots qui franchissent la loi et tous les internautes qui, sous couvert d'anonymat, franchissent les bornes de la loi? Je m'étais fait incendier au nom de cette liberté d'expression. On est au bout de ça. Non, on est au bout de ta mère, en fait, hein, Christophe. Alors, on va répondre à cette question à laquelle personne ne te répond à chaque fois que tu balances cet argument à la con. Pourquoi est-ce que on n'arrive pas aussi bien que les Chinois à bloquer des mots sur Internet alors qu'eux arrivent à bloquer le mot démocratie? Alors, c'est dans l'intitulé. Parce qu'on en est une. Voilà, en théorie. Hein, donc, du coup, c'est ça le problème. C'est qu'en théorie, sur le papier, on a une démocratie, il y a des limites pas à franchir pour que les gens ne s'aperçoivent pas de quelque chose, si tu veux. Voilà, c'est ça le problème, en fait. On ne peut pas interdire les mots qui franchissent la limite. C'est quoi un mot qui franchit la limite, Christophe Barbier? C'est quoi? Il y a des mots qu'il faut interdire. Ça veut rien dire, un mot. Tu peux écrire une phrase très progressive avec le mot enculé ou avec le mot connard. Je veux dire, quoi? De quoi tu parles? Les mots qui franchissent la limite. Arrête. Ton algorithme ne va pas comprendre ce qui est une insulte, ne va pas comprendre ce qui est de l'apologie, ne va pas comprendre quoi que ce soit.
Quand tu appliques des algorithmes, t'arrives ce qui se passe sur Facebook, où tu as des groupes progressistes ou réactionnaires qui, dans les deux cas, se font bloquer parce qu'ils emploient des mots comme transsexuel. Voilà, parce que c'est complètement con. Mais par contre, ce qui est quand même un point positif, c'est que la famille va s'agrandir. Alors on est 202 000, puis toutes les chaînes des confrères, on est des millions. Mais là, il va falloir faire de la place, il va falloir se serrer, puisqu'il y a des nouveaux membres dans la complosphère. Ah bah une bonne partie de l'intelligentsia médiatique française, welcome home, puisque bien évidemment, comment expliquer cet acte de Piotr Pawlenski, un acte qui semble fou, un acte de sabotage réellement de la campagne de Benjamin Griveaux. Eh bien l'explication était très simple pour certains, c'est les Russes. Alors ça a commencé avec Dominique Régnier, il a tenté un truc, l'article dépeint un individu qui ressemble plus à un agent russe qu'à un réfugié politique. Curieusement, à l'époque des faits en Russie, la police ne s'est guère montré empressée de le voir retourner derrière les barreaux. Elle le prévient, au contraire. Donc là, attention, on n'est pas loin d'X-Files. Et immédiatement, le baveux lui-même, Richard Malka, il a pris la parole et il s'est lâché. Ça vous interroge l'interventionnisme aussi déterminé d'un artiste russe, réfugié politique, dans le débat politique? Je crois que ça nous interroge tous. D'autant que moi, je suis devenu l'avocat de Benjamin Griveaux parce qu'il subit 3 poursuites en diffamation de la chaîne RT France. Donc j'entends beaucoup parler de Russie dans cette affaire. Après voilà, mais je sais pas. Il aurait pu être téléguidé, cet artiste russe. J'ai pas d'éléments pour porter d'accusation contre qui que ce soit. On peut cependant se poser la question. On peut toujours se poser la question quand il y a un délit ou un crime, à qui ça profite? Bon, voilà, maintenant j'ai des éléments qui sont troublants, j'ai un individu qui a l'air vraiment bizarre, j'ai son avocat qui rappelle les propos que vous venez d'évoquer. Tout ça est extrêmement trouble, mais j'ai pas d'éléments supplémentaires. Allez, en gros, t'as 7-2 dans les mains, t'as tenté un truc et on verra si ça prend. Et ces personnes-là nous donnent des leçons de complotisme en permanence. Donc immédiatement, la question a commencé à faire son chemin dans les médias. Benjamin Griveaux s'est-il fait piéger par des Russes? Derrière l'affaire Griveaux, le spectre d'une intervention russe. Benjamin Griveaux, victime d'un compromat, une technique de discrédit venue de Russie? Non, absolument pas. Encore une fois, le coup d'envoyer... une bonasse dans le camp de l'ennemi, c'est un truc, mais vieux comme Hérode. Ah, les mecs, ils nous font chier toute l'année avec le revenge porn, tu sais, avec les termes américains, mais dès qu'on part dans la géopolitique, bizarrement, on part vers la langue slave, on ne sait pas pourquoi. Et Postkaka lui-même, on a rajouté une petite couche en déclarant samedi dans une conférence internationale à la con, c'était pour la sécurité à Munich, il a dit, comme ça, juste après, les démocraties occidentales, la Russie va continuer à essayer de déstabiliser les démocraties occidentales. C'est gratuit, c'est moi qui le place. Vraiment, le climat était, tu sais, regarde, l'eau elle est un peu chaude, on va pas dans le complotisme, mais on installe sérieusement des éléments de langage. Donc du coup, il y a vraiment le bon et le mauvais complotiste. C'est comme le bon et le mauvais chasseur. Faudra nous donner une définition claire, à contrario du sketch, qu'on puisse un minimum savoir. Bon, moi j'ai un indice, je pense que c'est une histoire de classe sociale. Donc, on va débunker vos conneries, parce que ça va bien 2 minutes. Non, je sais que vous êtes en vénération, en sidération absolue, devant la République en marche, qu'il y a des gens en France qui peuvent trouver que Griveaux, c'est un BG 9 sur 10, il n'y a pas de problème. Vous êtes en admiration devant ces gens-là, mais dans le vrai monde, c'est personne. Non, si le mec est un agent de Vladimir Poutine, et que la Russie essaye, comme vous le dites dans des émissions, de déstabiliser la démocratie. La démocratie, elle est déstabilisée. Si elle est déstabilisée avec une histoire de branlette, et on sait qu'il en restait plus grand-chose de la démocratie. Mais bon, ça c'est autre chose. Hashtag référendum sur l'Union européenne. Et donc, vraiment, je sais que vous kiffez la République en marche. Pour vous, c'est des dieux. Mais en vrai, Benjamin Griveaux, c'est personne. C'est le 3e en intention de vote des élections municipales de Paris, haï de tous ses opposants et des 3/4 de son camp politique parce qu'il les insulte. Je veux dire, tout le monde se fout de sa gueule. Vous pensez véritablement que là, Poutine, il a monté une opération pour niquer Benjamin Griveaux? Il n'a pas le temps. Dans son agenda, je te jure, il a autre chose à foutre, le mec. C'est ridicule. Si tu veux déstabiliser la France, tu t'attaques à Emmanuel Macron, tu t'attaques à des gens, puis visiblement, selon certains, ça ne devrait pas être très difficile de le piéger. Alors, dès qu'un président de la République est dynamique, il est cocaïnomane, quoi. Bon, oui, ça, il n'y a pas photo. Sûr. Écoutez, il n'y a pas photo. Vous savez, moi, j'observe les gens et je sais très bien ce que c'est qu'un cocaïnomane. Après, je peux me permettre de dire, je pense
que certains présidents, comme Sarkozy ou même Macron... Vous n'avez aucune preuve, donc... Non, j'ai pas de preuve, j'affirme rien. Hein. J'ai dit, j'ai le droit de penser. Mais vous pensez quoi? Est-ce qu'on va me faire un procès si je dis ce que je pense? Pas vous l'assurer que ce soit non. Mais qu'est-ce qui vous amène à dire que ces présidents-là peuvent avoir tombé dans les mêmes drogues? Pour parler de notre président actuel, je trouve que bon, il a des mimiques un peu douteuses. Le fait de toujours se gratouiller le nez. Vous savez, en Hollande, quand j'allais dans les discothèques, quand je suis arrivé en Hollande en 72, je voyais les gens sortir des toilettes, ils faisaient comme ça. C'était le signe, allez, cabalistique, on va dire, du trafic, du consommateur. Et voilà. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, puisque vous dites dans votre bouquin que la cocaïne, c'est moins grave que le tabac ou l'alcool. On est d'accord. Vous êtes ravis. On est d'accord. Mais je veux dire aussi qu'il n'y a pas que ces signes-là. Il y a les yeux, le regard. Bon, j'ai trouvé personnellement, après j'affirmerai, que Macron, il avait un drôle de regard ces derniers temps. Hein. Et puis son comportement. Hautain et tout. Moi, je dis, ça laisse présager, voilà. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'ils lui ont fait changer de baveux. Parce qu'au départ, c'était Juan Branco, donc qui visiblement on le connaît bien. Il y a 2-3 photos qui circulent dans les soirées, dont une avec la meuf en question. Tu vois, voilà, il y a un moment, il y a trop de... C'est con, faut organiser des soirées PlayStation. À ce moment-là, tu t'invites tes potes à la maison. C'est ce que je fais. Pourquoi tu vas dans un lieu public? C'est complètement con, ces conneries. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, du coup... ils ont dit au baveux, tu dégages. Alors qu'il avait super mal commencé. Juan Branco, c'était atroce. Il y a une vidéo où il s'est pris le bec face à Apolline de Malesherbes. Enfin, Apolline de Malaise. Ou de Malgerbes. Tu fais comme tu veux. Mais putain, elle l'a chargé un truc. Donc on reste toujours dans l'esprit concours de turlute avec Léa Salamé. On essaie d'aller plus loin et plus profond. Et on a Apolline de Malgerbes qui, contrairement à ce que son nom n'indique pas, n'a pas du tout de problème par contre avec les gorges profondes. Non, alors là, elle nous a livré un numéro d'impartialité journalistique face à Juan Branco. C'est tellement qu'il y a eu plainte au CSA en fait. Il y avait une haine quasi obsessionnelle à l'endroit de Benjamin Griveaux, Juan Branco. À décrypter. Elle a commencé avec la haine. Voilà. Oh, la tête qu'elle a. Oh, cette agression. Mécanisme d'accession au pouvoir, ce que j'ai fait dans Crépuscule, mais évidemment. Dénoncer. Mais bien sûr, la corruption. Ouais, vous y prenez plaisir, populiste. Vous êtes mal coiffé, monsieur. Vous êtes mal coiffé. Le pantouflage, l'utilisation des réseaux de l'État pour être... Conspirationniste, elle pense dans sa tête. Extrême droite, nazi, ma grand-mère. Recruté par Unibail et gagner des dizaines de milliers d'euros. Vous qui avez vu des complots partout, il y en a truc. Ah, je l'ai dit, complot. Dans votre livre, vous achetez ça. Vous achetez ça pour vous, il agit tout seul. Parce que je m'appuie sur... Est-ce qu'il existe des vidéos et est-ce qu'elles vont sortir et est-ce qu'il s'agit de Benjamin Griveaux? Il en a la possibilité, vous répondra. Mais pour l'instant, on lui a empêcher d'avoir cette possibilité. Plus on vous entend et plus on se demande si Piotr Pawlenski n'est pas que l'exécutant et vous le manipulateur. Merci d'avoir été en direct sur BFM TV et RMC, il est 7h54. Un grand hommage. Plus on vous entend et plus on se demande si Piotr Pawlenski n'est pas que l'exécutant et vous le manipulateur. Merci d'avoir été en direct sur BFM TV. Mais elle est folle. Elle est complètement starbée, cette personne. Elle est tarbelée du bulbe. Ça n'a absolument aucun sens ce qu'elle fait. C'est ni fait ni à faire. Apolline de Malesherbes, c'est Jacques Doriot avec une jupe. Donc lui, quand tu l'entends, t'as l'impression que c'est lui qu'il est mafieux, en fait, habitant, quoi. Mais moi, quand je t'entends, j'ai aussi méchamment l'impression que t'es militante La République En Marche, alors que t'es censé être journaliste au départ de formation. Ça commence à être légèrement emmerdant, quand même. Apolline de Malaise. Ouais, et le CSA a été saisi, donc, parce que les gens estiment qu'on peut pas arriver maintenant à... On peut pas faire ça. On peut pas, au bout d'un moment, arriver et fin de phrase, ils auront genre, ah, c'est un bafieux. Allez, tout de suite, le Togo, mais avant, bien évidemment, le loto du tiercé. Enfin, tu peux pas, tu vois ce que je veux dire, c'est pas possible. Et donc maintenant, ils ont mis un nouvel avocat, c'est Youssine Bouzerou, avec une présentation de cet individu de la part de LCI, qui est toujours un média indépendant, toujours pas pro-Macron, hein, d'une objectivité folle.
justement, Jade Partouche va nous en dire un petit peu plus sur ce nouvel avocat qui a donc été désigné hier. Il s'appelle Yassine Bouzrou, Jade. Et lui aussi, c'est un habitué des dossiers médiatiques. Oui, exactement. Il est assez jeune, finalement. Il a 40 ans et il fait déjà partie de cette nouvelle génération montante du barreau de Paris. Et alors, Yassine Bouzrou, figurez-vous qu'il a un parcours assez atypique. Il est né à Besançon, en Ile-de-France, d'une famille marocaine extrêmement modeste. Il a grandi dans une cité à Courbevoie et il a enchaîné les déboires scolaires. Il a été quand même viré 3 fois de suite jusqu'à rejoindre une école qui accepte bien de lui ouvrir ses portes, mais qui lui fermera quand même les portes du bac L. Il va donc finir par faire un bac technique avant de commencer ses études dans l'administration économique et sociale. Et puis il va changer de voie pour découvrir une passion pour le droit pénal. Viré 2 fois en primaire et tout, le mec il a un bonnet d'âne, faut arrêter de déconner. Même un jour il avait mis une crotte de nez dans le nem d'un camarade à la cantine, non c'est vraiment dégueulasse de faire ça. Donc non mais c'est quoi ces conneries? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tu veux que je te cite? J'ai au moins 3 potes qui sont devenus ingénieurs et qui ont tous redoublé. C'est quoi ces conneries? Ça n'a aucun sens. Est-ce que tu as vu le débat Zemmour-Schiappa? C'était magistral. Ah bon? Ah bon? Je me suis fait chier. Et pourtant, j'avais dit sur Twitter, faut qu'on privatise parce que ça va être, si tu veux, moi je rate pas un France All Blacks, je rate pas un Zemmour-Schiappa. Tu te dis en termes d'impact physique, c'est important, c'est beau à voir en fait, au niveau raclé, au niveau branlé, au niveau tout, c'est vraiment bien. Moi, je m'attendais à un France-Île-Féroé. Et je dois admettre que cette courageuse équipe corse de Marlène Schiappa a très bien tenu. Très bien tenu. Ils ont joué un jeu qui n'était certes pas très joli, mais qui était sur les fondamentaux. Ils sont restés très loin du ballon. Finalement, ils ont laissé l'adversaire se fatiguer tout seul. Et c'est ça qui s'est passé. Parce que Zemmour, il a été mauvais. Il nous a cassé les couilles, littéralement, pendant quasiment un quart d'heure avec ces histoires de prénoms. Sur une émission à peu près une demi-heure de débat à la fin, ça fait quand même beaucoup. Alors c'était machin, bidule, le prénom ceci, mais le calendrier. Ce qui montre les limites d'ailleurs de Zemmour pour ceux qui lui prêteraient une dimension politicienne ou électorale en tout cas, ou présidentielle même carrément pour certains. Sa plus grande limite c'est lui-même. C'est-à-dire que quand tu le laisses jouer tout seul, il peut partir 20 minutes dans un tunnel et passer pour un con. Donc bon, c'est sa limite. Paradoxalement, c'était celle aussi de beaucoup de présidents qu'on a eu ou qu'on a encore. Mais clairement, c'était pas intéressant. Le paradoxe étant quand même que même sur un sujet aussi simple, Marlène Schiappa a quand même réussi à perdre la passe d'armes, parce qu'elle a été bête sur ça, elle n'y arrive pas. Bah oui, des prénoms islamiques. Mohamed, c'est un prénom islamique, ça sort du Coran. Bon bah oui, ça sort d'où? Et donc Marlène, c'est un prénom quoi? Bah c'est un prénom chrétien. C'est un prénom chrétien, Marlène? Bah oui, non, c'est pas un prénom qui figure ça vient dans le d'où calendrier alors d'après chrétien. vous? Ça n'est pas, à l'origine, c'est un prénom d'origine allemande et ça n'est pas un prénom qui figure dans le calendrier chrétien. Regardez le calendrier. Mais parce que je suis curieuse de savoir à quel jour est la Sainte Madeleine. Pourquoi ce serait Marie-Hélène? Parce que c'est évident. Et pas Marline de l'allemand. Mais non, mais bien sûr que non. Et pourquoi Éric serait particulièrement un prénom quoi, catholique? Mais évidemment, c'est un prénom chrétien du nord de l'Europe. C'est un prénom chrétien du nord de l'Europe. Bah oui, scandinave, pour tout vous dire. Bon. Elle est magique, il n'y a pas des fois quand même. Votre prénom, il est chrétien? Bah non, il est allemand. Non, enfin bon, voilà quoi. Parce que c'est ça le fond de l'idée. Mais non, mais c'est pas dans le calendrier chrétien. Mais c'est normal, il y a 365 jours, Marlène. Donc au bout d'un moment, on fait des équivalences au niveau des noms. Tu vois ce que je veux dire? Moi, par exemple, Grégory, j'y suis pas. Mais en fait, si, parce que c'est Grégoire. Parce que tu peux pas, tu vois, il y a trop de prénoms par rapport au nombre de jours. Donc du coup, il y a des équivalences et il y a des prénoms qui sont à peu près les mêmes. Tu vois, et si tu vas en Angleterre, tu trouveras pas Jean, Luc, Mathieu ou Thierry. Tu trouveras Mathieu, tu trouveras John, tu trouveras... Voilà. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça va être long. Je pense plusieurs choses. Je pense que, il a été briefé. Parce qu'il dit au départ, c'est des débats très compliqués, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je suis toujours embêté quand je débat autour de ce sujet, parce que d'abord, on est sous l'épée de Damoclès de la loi et du juge. Donc est-ce qu'on peut vraiment parler librement? Je n'en sais rien, mais je vais essayer quand même de le faire. Elle s'est paradoxalement assez bien débrouillée. Excuse-moi, elle avait potassé, ça c'est une certitude. Elle avait potassé sûr, on lui a fait lire des fiches qu'elle a appris littéralement par cœur. Littéralement. Là, tu vois, c'était plus le mansplaining face à Jean-Claude Van Damme.
Elle a cité Nietzsche à un moment. C'est un livre de Nietzsche qui s'appelle Par-delà le bien et le mal. Et dans ce livre, il y a une phrase formidable sur la morale. Nietzsche écrit « Il n'y a pas de phénomènes moraux, il n'y a qu'une interprétation morale des phénomènes. » Et donc votre interprétation et la mienne ne sont manifestement pas la même et on ne parle pas là de morale. On parle là de droit et de valeurs de la République. Moi j'ai une fascination quand même pour ces gens qui citent des auteurs dont la pensée est la quintessence du vomissement de ce que ces gens qui les citent représentent. C'est Marlène Schiappa qui te cite Nietzsche alors qu'elle est l'incarnation même de la morale. Je trouve que c'est fabuleux. Je pense que donc il a été briefé. Je pense qu'elle a joué défensif, elle a été meilleure. Mais malheureusement, la fin du match, cette courageuse équipe de Marlène Schiappa a cédé. Elle a cédé maladroitement sur le grand remplacement où elle s'est fait. Bah oui, bien évidemment. Dès qu'on est parti, si tu veux, dès qu'on était sur des questions d'ordre général, ça va. Mais dès qu'on était sur des questions sur lesquelles nous n'avons pas le droit de penser, elle a été limitée par la propre propagande à laquelle elle croit probablement et qu'elle est obligée de défendre sur les plateaux et elle s'est enterrée toute seule. C'est s'exprimer aussi. Le grand remplacement n'aura pas lieu, non pas parce que l'extrême droite va bouter hors de France des hordes d'immigrés, non, mais parce que le démographe Hervé Lebras documente scientifiquement le fait que vous avez en France 9,3% de la population qui serait d'origine immigrée, comme le dit l'INSEE, et seulement 10% des naissances qui proviennent de couples immigrés. Ouais, sauf que problème statistique, tu as 18% des nouveau-nés qui portent un prénom arabo-musulman en France. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans mon livre. Non, plus je déconne, c'est marqué dans Le Point, tu vois, des journalistes de gauche qui te le disent. Ils disent au bout d'un moment c'est comme ça, mais il faut voir la réalité en face. Jérôme Béglé est avec nous, le directeur adjoint de la rédaction du Point. Bonjour. Bonjour. Alors forcément ça fait débat quand on fait une sur ce chiffre, 18% de prénoms arabo-musulmans parmi les nouveau-nés. On va vous accuser une fois de plus de faire le jeu de ceux qui vont parler du grand remplacement, la France ne ressemble plus à la France. Alors, on ne fait le jeu de personne. On a simplement lu un livre fascinant, Jérôme Fourquet, qui fait la carte de visite, la carte d'identité de la France de 2017-2019. Voilà. On peut après l'aimer, ne pas l'aimer, on peut regretter de faire certaines choses, les déplorer ou pas, mais c'est comme ça. Qu'il y ait en 1900 20,5% de maris, de filles qui naissent qui s'appellent Marie, et qu'en 2015 on serait passé à 0,3%, ça peut être insignifiant pour certains, pour moi ça veut dire beaucoup. Voilà. Je vais caricaturer, puisque souvent il faut caricaturer. On a une augmentation des Erwan, on a une augmentation des Mohamed, on a une augmentation des Kevin. Bon. Et ce qui veut dire que les prénoms bibliques ou les prénoms du calendrier des saints, comme autrefois, ont baissé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on s'attache beaucoup à des racines régionales, culturelles, religieuses, et que l'horizon de la nation s'est un peu estompé. Donc, et ce que dit très intelligemment Fourquet dans son livre, c'est que on peut superposer la carte des régions ou des départements où il y a une forte reconnaissance des prénoms arabo-musulmans, avec celle des Kevin et avec celle du vote Front National. Autrement dit, dans un même département, on prend un prénom arabo-musulman. En réaction à ça, les voisins disent je vais appeler mon fils Kevin de façon à ce qu'il lui donne un horizon un petit peu différent. Et en réaction à ça, les Kevin votent le Rassemblement National. On en tire ce qu'on veut comme conclusion. Je trouve que dans un pays où on a du mal à voir la vérité en face, c'est déjà bien que ce soit vissé et considéré comme une chose évidente et pas comme un fantasme. Mais monsieur, il y a un léger problème au niveau de tes chiffres. Ou alors, il y a 8% de bobos de centre-ville qui s'amusent à nommer leurs enfants blonds aux yeux bleus, Mohamed, Faisal, pour l'intégration, la diversité culturelle. J'y crois pas une seule seconde. Mais après, tout est possible, pas d'amalgame. Attention, hein, c'est possible parce que tu as des mecs qui le défendent, ça. Tu as des études qui vont dans ce sens-là, notamment l'étude incroyable, trajectoire et origine de Patrick Simon de l'INED. Patrick Simon, qui est cité d'ailleurs dans la vidéo de la tronche en biais sur le racisme, c'est incroyable de citer ce monsieur. Patrick Simon, donc, qui caracolait sur tous les plateaux de télévision il y a un an pour nous expliquer que le deuxième prénom le plus donné chez les petits-fils d'immigrés issus du Maghreb, c'était Nicolas chez les garçons. C'est le deuxième prénom le plus donné. Bon, et ben Nicolas, c'est le deuxième prénom des petits-enfants d'immigrés, dans cette étude. C'est ça, c'est ce qu'on constate. Oui, non mais voilà, alors ça c'est un stéréotype par exemple. Elle est quand même contre-intuitive.
Est-ce que Patrick Simon peut répondre, puisque c'est lui qui a mené l'étude, hein? Non, mais c'est intéressant le prénom Nicolas, parce qu'effectivement, voilà, on est interpellé, mais Nicolas, c'est un prénom fortement donné, nous sommes d'accord, pour les immigrés originaires du Maghreb, Patrick Simon. Pour les petits-enfants. Petits-enfants, bon. Ils ne sont pas immigrés, ouais. Mais oui, en l'occurrence, oui, c'est ça que ça sert, ces études. C'est contre-intuitif, c'est vrai, peut-être, mais en l'occurrence, on n'a pas décidé de leur donner ce prénom-là, c'est ce qu'on a constaté en prenant les prénoms des personnes dont les grands-parents étaient originaires du Maghreb. Et le mec l'a défendu sur tous les plateaux de télé, c'est une étude qui a 10 piges, mais le mec se sentait dans le besoin nécessiteux de la ressortir, parce que merde, j'avais oublié d'appeler BFM TV pour qu'ils en parlent. Et le mec est allé sur les plateaux de nous dire non, mais arrêtez le complotisme, Nicolas est le deuxième prénom le plus donné chez les petits-enfants d'immigrés issus du Maghreb. Alors Nicolas, Nicolas. Il y a une prononciation locale, on n'a pas bien compris, mais c'est la même chose. Non, je plaisante. Mais moi, je me suis dit, elle est quand même chelou, son histoire. Et donc, plus loin dans son paplard, le mec va beaucoup plus loin encore et nous dit, sur 4 petits-enfants d'immigrés du Maghreb, les parents vont donner un prénom arabo-musulman dans moins de 25% des cas. C'est-à-dire que tu prends 4 gosses, t'en as un qui va s'appeler d'un prénom arabo-musulman, Karim par exemple, et les 3 autres ce sera Christophe, Hervé, Jean-Luc, Thierry, Enzo, Corinne, oui c'est le non-binaire de l'équipe. Donc le mec essaie de nous faire gober ça. Là je me dis c'est pas vrai, le mec se fout de ma gueule, il y a vraiment un moment où il se fout de ma gueule. Et il faut attendre la fin de l'étude, à la fin de l'étude, il y a des petits encarts, des petites annotations techniques pour apporter des valeurs d'ajustement, de variables, c'est toujours intéressant, c'est de la belle objectivité je trouve. Sauf qu'il y a quand même un point important, c'est qu'il te précise que chez les familles à forte religiosité, toutes les tendances qu'il a démontrées s'inversent, et qu'on tombe à plus de 60% de prénoms arabo-musulmans. Chez les familles à forte religiosité, ça s'inverse toute ton étude. Ah bah c'était bien de le préciser à la fin, parce que c'est pas comme si les familles maghrébines étaient... Ah, ce sont des gens qui ne sont pas du tout pratiquants. La religion, c'est un truc qui ne les intéresse vraiment pas. Et c'est merveilleux. Le mec te dit, on a pris un échantillon représentatif, mais en gros, uniquement de gens qui ne sont pas musulmans. Voilà. Vous pensez que ça a un impact? Ah bon, vous pensez ça? C'est fou. Et d'ailleurs, la forte religiosité, vous la vérifiez comment? Je veux dire, c'est en fonction de la taille de la barbichette, c'est... vous regardez les bites comme les nazis, peut-être, on ne sait pas, mais je veux dire, vous faites comment? Vous allez voir les mecs, ah, excusez-moi, c'est pour un sondage, mais au niveau religiosité, par exemple, vous vous situez comment, madame? Vous êtes plutôt très religiosité, moins religiosité, la Mecque, combien de fois par semaine? Enfin, ridicule, tu vois, c'est aberrant comme étude. Bon, après, de toute façon, tu regardes le passif du mec qui nous est présenté comme un grand sociologue, etc. Il est militant, politique, il participe aux réunions du QG des coloniales, et comme dira l'autre, il n'y va pas avec le dos de la main morte. Le grand discours raciste du grand remplacement, ou le grand discours du Front National, nous sommes au cœur de ce discours, et il faut donc, d'une part, porter le contre-discours de la société multiculturelle. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je ne crois pas qu'il donne des gages pour des électeurs qui attendent d'avoir des réponses sur ces questions de la France multiculturelle, de la question des coloniales, et comment on fait pour transformer un système qui est aujourd'hui complètement sclérosé par ses limites qu'il a rencontrées et qu'il va rencontrer de plus en plus dans les années à venir, avec une mise sur un jana de Le Pen et du Front National qui va, sans aucune équivoque, par contre, tape très clairement dans la question de la suprématie blanche. Et ça, cette réponse-là, il n'y a pas une force de gauche qui va dire, face à la suprématie blanche, voilà ce qu'on propose. Et après, bien évidemment, elle se coule toute seule, elle met un contre son camp. Moi, je regarde, à l'heure actuelle, les gens qui sont les victimes de cette discrimination sont aussi les gens qui sont les victimes des discours de haine, et notamment celui venant de M. Camus, Palbert, Renaud, sur le grand remplacement. Par exemple, le tueur de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, on a retrouvé sur lui le manuel appelé The Great Remplacement, le grand remplacement, et ce sont des gens qui profèrent des actes de haine jusqu'au crime, et jusqu'au crime de masse, des actes racistes et antisémites, qu'on crée avec cette idéologie du grand remplacement, en soufflant sur les peurs, la peur de l'autre, la peur du lendemain. A few moments later. Quand vous dites donc l'assassin de Christchurch, il avait lu le grand remplacement. Il est responsable de ces discours. Donc vous voulez me dire, Madame Schiappa, que tous les attentats que nous avons subis en 2015, les centaines de morts au nom de Allah Akbar, ça veut dire qu'il faut interdire le Coran.
Et elle termine en nous disant, faut pas oublier tout ce que les arabo-musulmans nous ont amené en matière de diversité musicale et culinaire. Bon allez, ta gueule, voilà, si tu veux, tu peux défendre bien sûr l'immigration totalement, mais fais-le avec... Enfin voilà, ne sers pas une soupe. Et la culture française, monsieur Zemmour, vous le savez parfaitement, elle s'est enrichie des vagues successives d'immigration. Vous me parlez des Italiens, c'est-à-dire que je suis à moitié italienne d'origine. La culture française, elle s'est enrichie successivement des vagues d'immigration italienne, polonaise, portugaise et ensuite effectivement des vagues d'immigration aussi issues de l'Afrique du Nord en matière gastronomique, en matière de musique. Mais je l'ai trouvé, voilà, là-dessus, moyenne. Et aussi lâche l'un que l'autre, pas un mot sur Mila, mais 20 minutes sur les prénoms. Non. Donc, et puis ce débat n'apporte rien, si tu veux, aux gens qui regardent. Le problème de ce genre de débatteur, c'est que Éric Zemmour, les gens l'attendent sur du clash et l'attendent aussi sur la création de quelque chose. Quand tu le mets face à Onfray, tu peux obtenir quelque chose. Mais même si tu... Enfin, c'est toujours pareil. Amuse-toi à faire jouer l'équipe de football du Brésil contre une équipe de CFA2. Tu n'obtiendras pas grand-chose. Le vrai séparatisme vient de notre bourgeoisie, lâche et totalement déconnectée. Eh ben oui, et c'est une très très bonne réponse que Christopher Lasch aurait pu faire d'ailleurs, le grand Christopher Lasch, pour répondre à Emmanuel Macron, qui a parlé de sécessionnisme. Ça y est, Emmanuel Macron, toutes les petites chattes de gauche de l'élite mondaine et médiatique se pissent dessus parce que Macron a dit le mot sécessionnisme. Toutes les petites chattes du milieu bien pensant bourgeois journalistique sont allées vérifier si grand-papa est toujours un fusil, parce qu'ils ont l'impression qu'on est dirigé par Pétain maintenant. C'est une catastrophe. Oui, Macron a parlé de sécessionnisme. Il n'a pas dit sélectionniste. Il a dit il y a du sécessionnisme, d'un certain islam qui voudrait faire sécession avec la République. Tout le monde dit oh là là, Macron devenu d'extrême droite, c'est incroyable. Déjà, c'est hallucinant. Il n'y a rien. Et hashtag, il n'y aura rien. Déjà, il commence sa phrase en disant « on parle », tu sais, « on parle », qui est « on ». Tu ne le définis pas. Donc le sophisme régulier du « on », qui n'est pas un vrai sophisme, mais quand on emploie un certain nombre de fois « on » dans une phrase, c'est qu'il y a un problème, si tu veux. Mais Macron emploie le « on » pour faire exactement ce pourquoi le « on » est fait, ne rien définir. C'est un pronom indéfini. Donc il ne dit pas « je pense » qu'il y a un séparatisme d'un certain islam en France, il ne dit pas « vous pensez » ou « nous pensons », il dit « on ». C'est évanescent, c'est platonicien, c'est Macron, c'est des idées. J'ai catché une idée dans l'air du temps, vous avez vu, je vous écoute, peuple français, c'est incroyable. Alors pour tous ceux qui disent aussi, Macron parle de sécessionnisme et ça va, il n'a pas parlé d'une menace de guerre, etc. Si, il y a un vocabulaire. Il tente de faire du Gérard Collomb plus éveillé mais sans talent. C'est-à-dire que quand tu parles de sécession, tu parles de plein d'images populaires, et une des premières qui revient en tête, c'est la guerre de sécession. C'était ce qui s'est passé en 1861, les États confédérés ont attaqué les États-Unis, ont déclaré la guerre, comme cet islam politique pourrait, ou en tout cas ne serait pas loin de nous déclarer la guerre. Donc il le dit. Là où il surprend Macron avec son histoire de sécessionnisme, qui est un suçage de bite à l'électorat du Front National, parce que Macron pense qu'il va les choper avec un mot, c'est ridicule, c'est que Macron balance le mot sécessionnisme et fait son laïus sur l'islam sécessionniste dans une conférence de presse consacrée aux propositions sociales qu'il est censé faire à la suite de 2 ans de gilets jaunes. Et là, Macron dit à la presse et au peuple, je vous encule, c'est moi qui décide de quoi on parle en France. Gilets jaunes, has-been, c'est saut 2019, maintenant 2020, c'est l'islam. Et on va parler du sécessionnisme et des problèmes entre laïcité et religion. Il décide lui-même, il te dit, je t'emmerde en fait. Tu es venu voir un sketch sur les gilets jaunes, je te vends un sketch sur l'islam. Je t'emmerde en fait. C'est super risqué comme stratégie, parce que d'un côté, ça lui permet de tourner la page gilets jaunes, mais pour dire, on tourne la page parce qu'il y a beaucoup plus grave. Faut la tenter. C'est une façon de faire. Et d'autant plus que, comme tu le soulignes, le mot sécessionnisme qu'il a volé aux Gilets jaunes n'est pas, à l'origine, spécifiquement quelque chose qui appartient à la caste politique. Hein. Le sécessionnisme des élites a été extrêmement bien pensé à Christopher Lasch dans la révolte de l'élite ou la révolte des élites, je me souviens jamais, la démocratie. La trahison de la démocratie, qui te montre comment justement cette hyperclasse et cet entre-soi de l'hyperclasse finit par niquer totalement le consensus, les valeurs républicaines, etc. Donc ce discours de la sécession, qui était un discours qui était celui des Gilets jaunes,
De dire, comme j'en rigole dans les JSPC, il y a 2 France, alors j'avais dit, c'est comme dans Marvel, il y a Terre 1, Terre 2, c'est dans DC, excusez-moi. Je me corrige, alto fake news, les Gilets jaunes ont intégré ce discours lâchien, ce discours de Christopher Lasch, ce discours sur la sécession des élites, comment les élites ont fait sécession du peuple. Et lui, il reprend ça aux Gilets jaunes, il dit on parle même plus de vous, je vous reprends vos armes et vos éléments de langage, et maintenant, tous ensemble derrière le leader suprême contre la menace de l'islam. Ou d'un islam, parce qu'il n'ira jamais plus loin que les balivernes des SOS Racisme et de Christophe Castaner. Religion de paix, de tolérance et d'amour, diversité culturelle et culinaire et machin bidule et tout ce que tu veux, il n'ira jamais sur les problèmes de fond. Et il continuera, c'est là le plus grave, à vendre des armes aux pays qui financent le terrorisme en France, le tout au nom de la réelle politique. Et ça n'est pas parce qu'un dirigeant dit quelque chose que je suis censé réagir à chaque fois. Et donc je ne vous répondrai pas. Liés justement à ce qu'on est en train de voir ne vous intéresse pas, n'y venez pas. Mais si vous venez, mais ça n'est pas une conférence de presse sur d'autres sujets. Mais ça n'est pas une conférence de presse pour réagir aux déclarations de la chancelière d'Allemagne. Non mais je vous dis simplement, ça n'a rien à voir avec le sujet qu'on est en train de traiter. Rien. Rien. Et puis, bien sûr, il continuera aussi à critiquer, à sucer littéralement la bite à Israël. Et j'ai été très très énervé quand j'ai vu des gens dans les commentaires qui ont cru voir, après le pétage de plomb de Macron en Israël, où il a essayé d'imiter Chirac, une éventuelle orientation pro-palestinienne ou anti-sioniste d'Emmanuel Macron. Là aussi, hashtag, il n'y aura rien. Il n'y a aucune dimension pro-palestinienne dans le pétage de plomb de Macron, à contrario de celui de Chirac, qu'il fût calculé ou opportuniste ou non, mais personne n'a associé ça à une prise de position pro-palestinienne, ni là-bas ni ici. Il a réussi par cette diversion à capter l'attention de BFM en doute et a pu ensuite aller sucer la bite de Netanyahou et enterrer 50 ans de diplomatie française en lui disant qu'il fallait qu'il n'y ait plus qu'un seul État, mais avec 2 souverainetés, ce qui ne veut rien dire. Puisque, si tu veux, l'État c'est une pyramide, et puis tu as des échelles de domination et d'oppression, que nos amis racisés expliquent très bien. Bon, là, c'est pas, on part pas à égalité au départ. Donc, tu as un État, c'est-à-dire un système de hiérarchie et de domination. Tu as plusieurs souverainetés dedans, mais les souverainetés, c'est comme Highlander. Il ne pourra en rester qu'un. Donc, tu vas avoir une de ces 2 souverainetés, un de ces 2 peuples, parce que c'est le peuple qui est souverain, donc un de ces 2 peuples qui va être au sommet de cette échelle de domination, et t'en as un qui sera en dessous. Et ceux qui seront au sommet de l'échelle de domination ne seront pas les Palestiniens. Donc, on se retrouvera toujours dans le même système, un État israélien ou un État unique, dominé par les Israéliens, donc ça ne changera rien. Mais c'est juste une sophistique complètement débile pour justifier qu'on baise 50 ans de diplomatie. Les gens ont été choqués aussi sur le fait qu'il aille sur le mur des lamentations, moi ça ne m'a pas choqué. J'ai vraiment un problème avec cet argument qui a émané à la fois des laïcards et des religieux, c'est-à-dire ceux qui ont dit qu'au nom de la laïcité, un président de la République française ne devrait pas aller sur un lieu de culte comme celui-là et effectuer des gestes qu'on peut qualifier de rituels. Et puis, d'un autre côté, les religieux qui, eux, pareil, disent Macron étant catholique, il n'a rien à foutre là. C'est des critiques qui émanent des musulmans et des juifs. Mais non, arrête. C'est bon, il ne faut pas falloir se cacher derrière une vision aussi étriquée, soit de la religion et de la foi, soit de la laïcité, c'est ridicule. Je peux totalement comprendre, dans le cadre d'un déplacement diplomatique, qu'ils fassent ça. D'autant plus que les juifs ont cette spécificité d'être à la fois un peuple et une religion. Donc quand tu rends hommage au peuple, tu rends hommage à sa religion. Quand tu rends hommage à la religion, tu rends hommage au peuple. Donc visiter les lieux emblématiques de la religion juive, c'est aussi quelque chose qui est du domaine de la diplomatie. Enfin, je veux dire, c'est 80% de leur existence, au mec, si tu veux. Et de la justification de l'existence de leur État aussi. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà. Après, je dis Macron chrétien. Attention, je ne pense pas que Macron soit chrétien. Je pense que Macron se prend beaucoup la tête. Ce n'est pas pareil. Et parmi toutes ces prises de tête et ces questionnements métaphysiques, parce que voyez-vous, quelqu'un de son importance se doit... contrairement aux matérialistes, d'être orienté vers les choses de l'esprit, il a intégré une dimension judéo-chrétienne. Chrétienne. Mais je ne pense pas qu'il soit assez humble pour être ce que moi j'appelle un chrétien. Ou alors un truc ultra-protestant, vraiment à l'américaine, liasse de billets dans une main, je bosse dans la finance et je vais à la messe le dimanche. Bon, c'est un autre truc, mais c'est pas le mien. Et il est, quoi qu'il arrive, totalement engagé dans une démarche anti-chrétienne, voire anti-catholique en France.
Il a refusé de souhaiter Noël aux Français. Ce qui est d'une absurdité inouïe, d'autant que Noël est déchristianisé depuis une éternité. Demande à n'importe quel musulman ou n'importe quel chrétien qui vit pas au XVIIe siècle, il le sait. Enfin, je veux dire, c'est Coca-Cola aujourd'hui Noël, c'est une fête familiale. Ça n'a strictement rien à voir avec... ça n'a plus grand-chose à voir avec la chrétienté. Mais non, c'est quand il a besoin de donner des gages de laïcité, il y va. C'est une connerie absolument dingue, c'est totalement bidon. Et tout ça pour conserver la paix sociale, non, c'est absurde, c'est absurde. Là, tu as, comme dirait Clémentine Autain, une instrumentalisation de la laïcité pour nuire à des gens, pour se foutre de leur gueule. Pareil, quand il va bénir le cercueil de Johnny, puis au dernier moment, il retire sa main, tout le monde l'a bien vu le faire. Non, finalement, je ne le fais pas, c'est ridicule. C'est pour, c'est comme tous ces gens qui vont s'insurger à chaque fois qu'un député, un ministre va à la messe. Arrêtez, le général de Gaulle allait à la messe. Il ne communiait pas. Ce qui est un choix personnel, et qui, je trouve, est une façon assez intelligente de gérer le grand écart entre laïcité, respect strict de la laïcité, et puis conviction religieuse individuelle. Tu as vu la vidéo d'Usul sur Mila ? Non. Alors là, priorité. Le 17, elle est sortie hier. Elle est sortie hier. Nunul, il a attendu, mais il l'a sortie. Et tu vois, il l'a même sorti avant moi, quelque part. Parce que moi, j'avais enregistré avant, mais je l'ai pas gardé. L'affaire Mila, c'est une affaire qui est hyper complexe, que j'ai pas abordée directement pendant les épisodes. Je suis content de voir que Nunul nous a sorti une vidéo, parce que j'avais très peur. Donc la gauche est vivante en France. Je tiens à rassurer des gens qui n'auraient pas croisé de personne de gauche depuis 3 semaines, parce que ça fait quand même 1 mois que toute la gauche a aquaponé. On est bien d'accord. Tous les donneurs de leçons de Twitter, de l'inclusivité et du progrès ont fermé leur gueule comme des petites chattes. Tous les soi-disant gauchistes, l'affaire, ils n'ont pas voulu en entendre parler. Donc je résume l'affaire pour personne, hein, tout le monde est au courant de comment ça s'est passé. Mais il y avait personne n'avait envie. Non, la lesbienne semi-militante, parce qu'on a toujours le militantisme de son âge quand on est jeune, c'est-à-dire que ce qui constitue son identité est quelque chose pour lequel tu as envie de te battre, sur lequel tu as envie de dire beaucoup de choses et d'en faire trop. Toute la team, qui d'ailleurs disait souvent que Greta Thunberg, à 16 ans, c'était un génie et qu'elle avait tout compris, mais que Mila, bon, c'est pas vraiment de sa faute parce que c'est une enfant et qu'on va pas faire de drama là-dessus parce qu'à 16 ans on dit des conneries. Toute cette équipe-là ont fermé leur gueule comme des petites chattes. Les politiciens, ils sont allés relativement du bout des ongles, mais alors la gauche, c'est Clémentine Autain, tout le monde, c'est terminé. Il n'y a plus de gauche. Vous ne mettriez pas le hashtag « Je suis Mila » sur Twitter? Absolument pas. D'ailleurs, revenons à des choses sérieuses. Une adolescente qui est peut-être encore en crise d'adolescence, si elle avait dit la même chose sur son enseignant, sur ses parents, sur sa voisine, sur sa copine, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit simplement un peu de respect. Alors, critiquer une religion, ça n'empêche pas d'avoir du respect, ça n'empêche pas d'avoir de l'éducation, de la connaissance, aussi d'être intelligent par rapport à ce qu'on dit, et certainement pas d'ériger une adolescente qui manque de respect comme le parangon de la liberté d'expression. Sûrement pas. Dans une période où beaucoup se sentent attaqués, je pense à l'augmentation de l'attaque contre les musulmans comme en tout cas l'attaque contre les juifs dans notre pays, on a aussi intérêt peut-être à retenir ces propos. On a le droit de critiquer une religion, mais peut-être a-t-on intérêt aujourd'hui, alors qu'on humilie et on touche des hommes et des femmes qui pratiquent une religion, quelle qu'elle soit, peut-être aussi que chacun peut se dire qu'il vaut peut-être mieux éviter ce type de propos. Quand Frédéric Fromet, l'humoriste, critique ouvertement Jésus, vous avez dans des termes choisis. Oui, voilà, comme vous dites, dans des termes choisis. La situation n'est pas tout à fait comparable. Cette jeune fille aujourd'hui a été obligée d'être déscolarisée. Elle ne peut plus vivre là où elle vivait chez elle parce que son adresse a été publiée et elle recevait jusqu'à 200 messages de haine à la minute. Donc l'affaire n'a pas du tout pris la même ampleur. Dès lors qu'on touche et que cela concerne l'islam, on atteint un niveau qui est un niveau infernal de violence, j'ai envie de dire presque de délire. Mais peut-on dire les deux choses? C'est inacceptable et de dire attention, nous sommes dans un climat où il y a une instrumentalisation de la laïcité à l'encontre, qui vise tout simplement à alimenter la stigmatisation et la haine contre les musulmans. Pourquoi est-ce que le gouvernement et les élites politiques se saisissent de la question religieuse en ce moment?
c'est pour qu'on arrête de parler du plus grand mouvement social qui existe au pays depuis, depuis l'après-guerre. On n'est jamais déçus. Hein. On n'est jamais déçus avec Raquel Garrido. Mais vous êtes complice, ou comment dire, même à votre dépens, d'une grande opération de diversion. Ah d'accord, c'est une opération de diversion alors Mila. Alors je m'attendais à tout sauf à ça. Alors là... C'est des propos scandaleux parce que en fait elle dit le Coran c'est de la merde, l'islam c'est de la merde. À la limite elle a le droit de le penser, le droit au blasphème ça existe. Par contre, quand elle dit je vais mettre un doigt dans le cul de votre Dieu, elle s'adresse à qui? Moi je vous pose la question, à qui elle s'adresse Mila quand elle dit je vais mettre un doigt dans le cul à votre Dieu? C'est aux musulmans. C'est aux musulmans qu'elle s'adresse. Ces mêmes musulmans qui se sentent stigmatisés à longueur de journée. C'est juste intolérable. Je ne suis pas Mila. Je condamne, encore une fois, les menaces qu'elle reçoit. Mais je condamne évidemment de toutes mes forces ces propos, car je ne veux pas qu'un Mohamed, qu'un Cyril ou un David se sentent stigmatisés dans ce pays. La France, c'est la France, elle appartient à tout le monde. En 2005, lorsqu'il y a eu les caricatures dans les journaux danois, j'ai annoncé des attentats. Il y a eu des attentats au Pakistan contre les intérêts du Danemark. Et j'ai dit, si on fait pareil en France, dans 10 ans, vous avez des morts. Et il y a eu Charlie Hebdo. Je vous annonce aujourd'hui, retenez bien la date du 30 janvier 2020, que si on continue comme ça, on aura prochainement des attentats contre des Français en France ou dans des pays d'Afrique. Et si on continue quoi? Si on continue à injurier l'islam. Et la gauche associative, les mecs se sont fait flag en plateau de télé, mais vous avez un avis sur « Je vous interdis de me parler de ça, nous avons décidé de ne pas en parler, le sujet ne nous dérange pas du tout, mais c'est juste notre droit, notre liberté fondamentale de ne pas aborder le sujet de la lesbienne militante agressée par une cohorte de Chance pour la France au nom d'une religion de paix et d'amour. » J'en ai perdu la voix, ils en peuvent plus, c'est pas dans le logiciel, il y a bug. Donc la gauche, c'est un peu ridiculisé, mais c'est normal, elle est confrontée à la limite perpétuelle de l'échec de la convergence des luttes. Mais bon, c'est pas grave. L'affaire Mila, elle a défrayé la chronique depuis plusieurs jours. Vous prenez du temps avec nous pour répondre sur l'affaire Polanski. On peut imaginer que vous auriez pu trouver 12 secondes, ne serait-ce que pour faire un tweet sur l'affaire Mila. Oui, c'est vrai, mais c'est un sujet sur lequel on n'a pas choisi de se prononcer. Voilà, vous n'avez pas choisi, voilà. Merci beaucoup. Voilà, ça vous gêne. Donc, monsieur, vous croyez... Non, ça ne nous gêne pas. Mais si, ça vous gêne. C'est pas grave. Mais c'est des questions qui sont extrêmement... Faites le tweet après cette émission, on en reparle. Donc vous allez vous en saisir. Et donc il y a eu deux lâchetés qui se sont superposées de beaucoup de gens, soit la lâcheté communautariste de ceux qui représentent visiblement 50% maintenant, c'est un des derniers sondages de la population française, et qui veulent sur ces questions-là qu'on limite le droit au blasphème en France, magnifique, donc ceux qui ont fait ouvertement du gringue au communautarisme, et ceux qui se cachent derrière la laïcité, voilà, pour ne rien dire, la fameuse loi de 1905. Donc moi je ne suis ni 1905, je suis Mila de la même manière que j'étais Charlie à l'époque, oui, je suis désolé. Je vous ai dit, on se revoit dans 5 ans. Hein. Mais alors, on fait quoi? Parce que c'était pas con comme projet quand même, hein, éventuellement, de laisser les gens s'exprimer. Donc, quelles que soient les conneries qu'ils peuvent raconter. Donc tous ceux qui se cachent derrière la loi de 1905 et la laïcité comme des faux culs, mais on va pas revenir sur ce qu'on a déjà dit en live, ce sont des hypocrites. 1905 est tout sauf une loi qui permet de gérer ce genre de problème. Tout simplement parce que c'est un problème qui est lié à la religion musulmane. Et qu'il y a une exception spécifique avec la religion musulmane, qui est que la loi de 1905 ne s'applique pas de fait à elle, pour une simple et unique raison, c'est que c'est un vœu pieux de croire qu'une religion apparue après cette loi sur le territoire français pourrait s'y soumettre alors que cette loi n'a rien changé de fondamental. Parce que ce n'est pas parce que 3 connards en cravate ont signé un texte à l'Assemblée nationale il y a un siècle et demi, il y a plus d'un siècle, un siècle, un quart, que du jour au lendemain la France s'est décatholicisée et s'est déjudaïsée. Et que ces questions-là, non. Ce qui a mis le catholicisme, on va encore le rappeler, à genoux, ce n'est pas 1905, c'est la Révolution française. Hein, le 1905 n'a fait que, comme le disait Staline, mettre une gifle à sa grand-mère. Il disait ça des gens qui s'attaquaient au catholicisme, au christianisme plutôt. Pareil, le judaïsme religieux a été mis au pas par Napoléon, c'est-à-dire par une décision, c'est l'identité, c'est la nationalité française ou votre religion, ou l'application stricte de votre religion. Donc ce n'est jamais dans le consensus que les choses se sont réglées. Ce sont dans l'affirmation de la supériorité, arbitrairement décidée, au nom de la culture et du bien commun, de valeurs sur d'autres valeurs. C'est aussi con de dire que 1905 a fait plier le judaïsme et le christianisme que de dire que Nuremberg a fait plier le nazisme.
Ce sont, par ordre d'importance, les chars soviétiques, les bombes américaines et la résistance française qui ont fait plomber le nazisme. Certainement pas le procès en lui-même, qui n'a fait que condamner. 1905 met des choses en place. Et encore, oui, mais la vision qui naît en 1905 en plus, c'est la vision de Briand et de Jaurès. C'est absolument pas la vision vivianiste très très dure. La spécificité de l'islam, c'est qu'on n'a jamais demandé à l'islam de faire ce choix. On n'a jamais mis d'ultimatum culturel à l'islam en France. Et ce qui a fait plier encore une fois ces deux autres religions, ce sont des ultimatums culturels. Ce n'est pas la loi de 1905. On peut dire qu'il ne faut plus faire cela, qu'on peut aller vers autre chose et qu'on peut aller vers un modèle communautariste ou très libertaire. Mais en soi, il faut arrêter de se cacher comme des lâches derrière 1905. Et c'est là qu'elle a raison, Clémentine Autain, quand elle te dit il y a une instrumentalisation de la loi de 1905, il y a une instrumentalisation de la laïcité qui est là pour stigmatiser des populations. Oui, sauf qu'elle ne va pas jusqu'au bout de son raisonnement. En réalité, on a effectivement des politiciens qui, par lâcheté d'affronter le terrain culturel et le terrain identitaire, se réfugient derrière une loi de pseudo-neutralité qui, en elle-même, n'est absolument pas faite, encore une fois, pour s'occuper des problématiques soulevées par une religion présente depuis moins d'un siècle en France, qui a une séparation beaucoup moins nette entre le temporel et le spirituel, et qui est une religion en plein essor culturel et de population, contrairement aux autres. Donc c'est pas la même chose en fait. Ça ne marche pas votre truc. Je voudrais aussi dire qu'il faut arrêter de nous ressortir le droit au blasphème, paradoxalement à ça. Je suis mis là, hein, j'ai dit le truc, mais le droit au blasphème, c'est un droit qui n'est pas un droit garanti en France. La CEDH, elle s'est déjà exprimée pour faire condamner, notamment une Autrichienne qui avait fait des caricatures, enfin qui avait dit que le prophète de l'islam était pédophile, ce qui est probablement vrai historiquement. La bêtise étant de juxtaposer une notion morale et moderne sur des comportements qui datent du 7e siècle. C'est là aussi on peut se poser la cohérence de la chose. Mais d'un autre côté, les autres prônent que c'est une loi absolue et intemporelle. Donc du coup, c'est tout un bordel. Mais bref, il y a eu des condamnations. Donc, Et puis la liberté, si tu veux, elle est toujours théorique. Quand tu vis dans un pays, c'est d'avoir la liberté, c'est la liberté de le faire sans en crever ou sans devoir changer de vie. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu as 50% de la population qui est pour le rétablissement du blasphème, que tu as notre ministre, validé par notre ministre de la Justice, par Castaner le matin même, qui nous explique à l'Assemblée que l'égalité, c'est un procès contre Mila et un procès contre le mec qui a lancé le harcèlement, donc ça s'appelle l'égalitarisme républicain, pas du tout, faux, nul, zéro, comme dirait l'autre. Et c'est lui après qui a été un des premiers à taper sur notre pauvre Belloubet, qui s'est fait niquer parce que théoriquement Castaner a dit de la merde avant elle. Mais bon, c'est pas grave. L'insulte à la religion, c'est évidemment une atteinte à la liberté de conscience, c'est grave, mais ça n'a pas à voir avec la menace. Et puis je n'oublie pas qu'il y a un contexte particulier aussi à l'affaire Mila, qui est qu'il y a des Arabes à vendre. Il y a une grosse quantité d'Arabes à vendre sur le eBay français là. Alors pourquoi? Tout simplement parce que l'enclos a pété. Les populations arabo-musulmanes, c'est le précaré favori du Parti Socialiste depuis les années 80. Le Parti Socialiste aujourd'hui, c'est une amicale de kebab. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de Parti Socialiste. Il n'y a pas de Parti Socialiste en France actuellement. Donc du coup, il y a des électeurs à séduire. Et il y a une OPA pour tout le monde. La France insoumise essaye de les amener vers un discours traditionnel de lutte des classes, du prolétariat, etc. Tout en satisfaisant, et c'est ça que je leur reproche, leurs lubies et leurs exigences communautaires. Macron essaie de nous les transformer en entrepreneurs jeunes et dynamiques, en laissant ses ministres nous dire que quand même la laïcité, bon ça va à 2 minutes. Hein, même si lui après tient un autre discours qu'on a vu tout à l'heure, mais qui est un discours de mots, qui est un discours creux, qui ne sont pas des faits. Il n'y a pas un procureur de la République qui a décidé de poursuivre quelqu'un, il n'y a rien à part des mots. Donc il y a une OPA aussi de la République En Marche qui est à mort. Et puis tu as une OPA aussi peut-être du RN, qui nous met quand même beaucoup Jean Messier en avant, mais il est talentueux aussi par rapport au niveau de l'équipe, donc pourquoi pas? De toute façon, c'était voué à l'échec dès le départ. Nos politiciens ont paniqué, nos politiciens ont fait comme d'habitude des pirouettes face au communautarisme en essayant de reprendre un champ lexical de l'égalité républicaine, alors que pour eux l'égalité républicaine c'était un procès pour Mila et un procès pour le mec qui a lancé le harcèlement. Alors que ça ne marche pas comme ça en fait. C'est vos pirouettes pour essayer de gagner du temps et de sauver la paix sociale, hein, est ridicule.
puisque ça ne pouvait pas prendre dès le départ. Quand le parquet a lancé l'enquête contre Mila, ils ont dit eux-mêmes, il n'y a rien dans le dossier. Donc ils savaient eux-mêmes que ça n'irait nulle part. Et ça n'a pas manqué, puisque quand ce qui est irrémédiablement devait arriver est arrivé, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas eu de suite à l'enquête, les mêmes mecs auprès de qui ils essayaient de gagner du temps, tous les conspis communautaristes sont allés nous dire « Ah bah voilà, regardez, l'affaire est enterrée, c'est encore un coup des djinns, des sionistes ou des francs-maçons. » Des djinns du sentier. Ouais, ok, peut-être pas dans les lives, mais ça ne pouvait arriver, ça ne pouvait finir que comme ça. Donc vos pirouettes de flipper sont grotesques. Mais bon, après, on paye une politique complètement débile, hein, depuis Sarkozy, de toute façon, qui a été la plus mauvaise décision de la technocratie française, qui a été de sanctifier littéralement l'UOIF et des représentants du culte musulman. Puisque le problème de nos représentants, en fait, c'est qu'ils n'ont jamais su discuter avec les musulmans, mais parce qu'ils n'ont jamais su discuter avec les populations. Les gens qui nous gouvernent ne sont pas formés à discuter avec le peuple, ou à une partie de ce peuple. Les gens qui nous dirigent sont formés à discuter avec des représentants des gens. Ils ne discutent qu'entre représentants, alors qu'ils ne représentent finalement pas grand-chose. C'est l'arnaque de la démocratie représentative. Et vu que l'islam n'a pas de clergé, ils ont été obligés de créer, ou de trouver, de nommer, de sanctifier, de valider des représentants pour pouvoir faire semblant de discuter. Parce que sinon, ils ne savent pas le faire. Ils n'ont pas la notice. Et ils ont nommé, ils ont choisi les pires représentants qu'il était possible d'avoir. Et qui se sont encore magnifiquement illustrés d'ailleurs dans cette affaire. Moi je dis cette fille, elle sait ce qu'elle a dit, elle a pris ses responsabilités, qu'elle critique les religions, je suis d'accord, mais d'une vulgarité pareille, d'insulter et tout ce qui s'ensuit, eh bien écoutez, maintenant elle assume les conséquences de ce qu'elle a dit. Jusqu'à être égorgé, parce que vous terminez pas votre phrase par... Excusez-moi, c'est Monsieur Chevrier. Au début, il a condamné. C'est inquiétant, oui, mais là on entend une une petite musique un peu inquiétante, pardon. Vous la croyez, cette fille-là? Oui, moi je la crois, monsieur. Oui, moi je la crois. Vous savez, il faut pas... Il faut surtout pas dans ce genre... Les ados. Voilà, dans ce genre d'affaires, il ne faut surtout pas décontextualiser les faits. En utilisant le « oui, mais elle n'a que ce qu'elle mérite ». Vous ne pouvez pas dire ça, monsieur. Personne ne mérite ce qu'elle subit aujourd'hui. Et finalement, il y a eu la vidéo de Nunul. Donc du coup, on va écouter Nunul. Petite précision à la post-production, non, j'ai choisi de ne pas garder ce passage au montage. Toute la partie qui a duré longtemps, où on a critiqué la totalité de la vidéo de Usul sur Mediapart concernant l'affaire Mila. Pour ceux qui souhaitent la voir, vous pourrez la trouver en description de la vidéo, mais j'ai préféré ne pas la mettre. Autant j'ai une relative confiance dans le fait que Usul, en dépit de tous ses défauts, n'aille pas faire striker les vidéos des gens qui s'attaquent à lui ou qui s'attaquent à son discours. Mais là, c'est une vidéo de lui sur Mediapart. Donc, c'est pas lui qui décide. Et étant donné que je suis déjà bloqué par la moitié de l'équipe de Mediapart, le patron en tête, j'ai pas vraiment envie de provoquer le strike qui irrémédiablement arrivera. Déjà que je viens de m'en prendre un sur Twitter et que donc je pourrais absolument pas partager cette vidéo, mais bon bref. Mais heureusement, Usul s'est aussi exprimé dans le biais de ses lives perso sur le sujet, et il a posté une vidéo qui a été remontée par le sanglier sympa en l'occurrence, et qui résume assez bien la position qu'il tient dans sa vidéo, qui est exactement la même, avec un peu plus de punchline, avec une meilleure mise en scène, etc. Mais c'est vraiment quasiment que de la forme en fait qui rajoute en plus. L'affaire Mila, c'est une gamine, elle est là et elle dit ouais, de toute façon les musulmans, je vous mets un doigt dans le cul, je sais pas quoi. Bon. Et là c'est devenu un lynchage numérique total, mais à la base c'est une embrouille d'ado. Le harcèlement en ligne, c'est d'une confondante banalité. Tiens, parlons à Marion Séclin, ou quelques autres qui se sont mangés un harcèlement massif qui est parti de la médiatisation faite par un youtubeur en général d'extrême droite. Le harcèlement massif n'est pas une propriété spécifique des musulmans de France. Elle dit c'est pas raciste, hein. C'est pas raciste parce que l'islam c'est une religion, c'est pas une race. Donc c'est pas raciste, hein. Donc les musulmans je vous emmerde. Waouh! Tous les chercheurs sérieux qui ont étudié notamment l'islamophobie et tout voient bien que c'est une des mutations d'un vieux racisme colonial anti-arabe. On peut pas être raciste, hein, parce que c'est une religion. En fait, il paraît crétin cet argument tel quel, parce qu'il est démontable assez facilement. Et oui, elle a 16 ans, je sais, elle a 16 ans, mais c'est elle qui a voulu faire la maline, c'est pas moi. En tout cas, on a créé un climat qui rend Mila possible. Et on a chauffé à blanc aussi, évidemment, des musulmans en les emmerdant toute l'année, évidemment qu'ils réagissent à la
Si tu veux, ils peuvent rien faire contre Éric Zemmour. Toutes les conditions étaient réunies pour que ça devienne une situation mais pourrie. Moi là-dedans, j'ai envie de défendre personne, quoi. Le harcèlement, évidemment, on peut que condamner, même s'il faut en rappeler la banalité et dire que c'est pas une propriété des seuls musulmans, le harcèlement en ligne. Ceux qui l'ont amené dans la sphère publique, c'est Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan le deuxième. Ça explique pourquoi la gauche aussi réagit pas tout de suite. Elle voit le traquenard. On n'est pas teubé, on voit bien que c'est un truc que vous montez de toutes pièces sur des conneries. C'est quand même une embrouille de gamin, d'une gamine qui veut s'affirmer, qui est pas bien dans sa peau, puis ça tourne mal en fait, elle maîtrise pas son récit. La puissance de la fachosphère pour imposer ses sujets est terrifiante. Mila est une adepte du racisme anti-blanc, elle a un discours d'extrême droite. Je pense que dans 2 ans, Mila elle est sur une liste Rassemblement National. Raphaël Enthoven, Natacha Polony, Marine Le Pen, Florian Philippot, Laurence Rossignol, Caroline Fourest, Manuel Valls a été Mila aussi. Mila ça voulait dire comme Charlie, ça voulait dire tous ensemble contre les musulmans. Alors, c'est pas dit comme ça. Non mais faut arrêter quoi. C'est-à-dire que toute sa vidéo, la seule chose qu'il dit, c'est nous de gauche, à gauche, on est intelligents, on a bien compris que c'était un piège tombé par l'extrême droite, donc du coup on a pris notre temps pour en parler. Arrêtez de cacher votre lâcheté et votre dissonance cognitive derrière un espèce de coup monté que vous fantasmez de toutes pièces avec un recours au complot absolument grotesque. Si la droite y est allée, c'est parce que la gauche n'y est pas allée. Et quand Mila décide de donner sa première interview sur le sujet à Solveig Minéo, c'est parce que c'est le seul micro féministe qui lui est tendu au moment où elle a besoin de parler à des féministes, justement. Et que c'est super beau votre truc de dire « Ah, mais c'est un simple phénomène social de harcèlement ». Non, c'est une personne qui souffre et qui avait besoin d'être entendue. Pourquoi personne n'y est allé ? Pourquoi dans vos discours, ce qui est le plus important, c'est la souffrance de la victime, mais alors là, quand c'est une souffrance qui vous pose problème et que vous savez pas trop où foutre le micro et où vous foutre, à part vous le foutre dans le cul, là ça devient un phénomène de société, on va pas se précipiter pour tendre une oreille attentive à cette personne-là ou faire des vidéos sur le sujet à un moment où elle a besoin qu'on parle d'elle. Vous êtes des putains de faux culs et quand vous réduisez ça à un phénomène de harcèlement ou à un simple phénomène de harcèlement, vous savez très bien que ça ne tient pas 30 secondes. Ouais, alors Delevoye, c'est un peu particulier parce que Delevoye, y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi est-ce que j'ai jamais parlé réellement de l'affaire Delevoye dans les épisodes de JSPC ou de Vive la France. Et bah tout simplement parce que je suis passé à côté. Je suis passé complètement à côté, non pas de l'annonce de l'actualité de Delevoye à l'époque où il est tombé, mais j'avais pas pu sortir l'épisode. C'est un passage que j'avais coupé parce que je le trouvais pas très bon. Et puis au mois de décembre, il y a eu la deuxième affaire Delevoye, décembre début janvier, qui est arrivée, dont les médias ont extrêmement peu parlé parce qu'il y a eu une deuxième affaire et là je me suis dit ça va être l'occasion de couvrir le truc, je vais tourner un épisode sur cette nouvelle affaire Delevoye où je pourrais réexpliquer la première. Et pour les raisons qui sont toujours les mêmes, je n'ai pas pu les poster, c'est juste avant que je me barre pendant 2 semaines et demie et que je poste rien, enfin que je me barre de YouTube, un peu contraint et forcé, et donc du coup il y a un épisode sur Delevoye qui n'est jamais sorti, sur la deuxième affaire Delevoye et puis un petit peu sur la première. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en bonus de fin de live à la post-production et on terminera la rediff par cet épisode jamais sorti mais pas fini non plus. C'est un épisode de Vive la France tourné avec l'ancien matériel et il n'y a pas la conclusion, il n'y a pas la bonne nouvelle du jour et il n'y a pas le Vive la France de fin. Il y a vraiment les 7 premières minutes, donc je mets le rush. Il est monté, hein, vraiment les 3/4 de l'épisode étaient montés mais c'est jamais sorti, donc du coup on conclut là-dessus et puis on conclura là-dessus et ce sera très bien. Les Français parlent aux Français. Vive la France, mes amis, ce pays absolument merveilleux et magnifique dans lequel, malheureusement, une fois de plus, les plus bas instincts, souvent aux couleurs des gilets jaunes d'ailleurs de notre société, tous ces prolétaires assoiffés de sang et jalousant la réussite individuelle, un des plus méritants de notre belle nation, se sont une fois de plus acharnés sur un grand homme, Jean-Paul Delevoye. Bon, ok, d'accord, vous allez me dire qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi il défend Delevoye. Mais parce que Delevoye, c'est un grand homme. Alors, c'est vrai qu'il a eu des petits soucis. Bon, pour ceux qui ne sont pas au courant, ce qui s'est passé, c'est que lui, au départ, il s'occupait de la réforme des retraites. Hein, et ça tombait bien qu'il s'en occupe, parce qu'il aimait bien travailler, mais peut-être un peu trop. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens, ils ont découvert qu'il avait eu, la justice, en fait, c'est pour ça que ça a coincé, qu'il avait un emploi, à l'époque, qu'il n'avait pas le droit d'avoir, parce que c'est incompatible avec sa fonction de ministre. Bon, il a expliqué, c'est un oubli, ça peut arriver à tout le monde. C'est des soucis de riches, vous comprenez pas. Hein, donc bon, ça va. Sauf que le lendemain,
Deuxième emploi qu'il n'avait pas le droit d'avoir. Bon, ok, j'ai fait une longue sieste. Ils ont envoyé 6 bêtes, ils ont essayé de bricoler un truc. Troisième jour, troisième emploi. Bon là, le mec est pas con, il a vu que si ça continuait comme ça commençait méchamment à ressembler à un calendrier de l'Avent, et que le 24, il était en tôle. Donc il a ouvert son museau et il a lâché le chiffre. 13. Ouais, c'est le nombre d'emplois que le mec a déclaré. C'est quoi ces chiffres? Et malheureusement, ces oublis successifs ont coûté sa place. Je pense l'un des hommes les plus méritants de ce pays. Non mais attendez, dans un pays où on a autant de chômage, autant de gens qui n'arrivent pas à travailler, ce mec-là, c'est la version x9000 de toi, quand tu finissais ton plat de gratin chez Mamie Mougeot, parce qu'il y a des pauvres qui crèvent en Afrique. Les gens ne travaillent pas en France? Ben moi je l'ai bossé. 14 emplois je prends, je cumule avec mes listes, j'en ai rien à foutre, je la relance tout seul la croissance, je suis l'ouvrier du kolkhoz. Et donc ce vaillant travailleur, défenseur acharné des plus grandes valeurs françaises, le travail, la famille, parce qu'il a quand même fait croquer, et heureusement que t'as pas la patrie. Bref, cet exemple national se fait maintenant attaquer par Le Point. Oh là là, les mange-merdes, qui sont allés dire, oui, soi-disant, Jean-Paul Delevoye, à l'époque, il aurait enterré un rapport qui visait une des organisations qu'il présidait. Oui, en l'occurrence, le CESE, ou le CESE, ou le 16, enfin, tu prononces comme tu veux, mais ça n'a rien à voir avec le chanteur. Et donc le CESE, ils ont répondu dans un premier temps, ils ont dit, ah ouais, et de quel rapport enterré vous parlez? Parce qu'on a fouillé nos archives? Il n'y a rien. Puis là, ils se sont aperçus que c'est un peu con. Et donc, ce rapport était censé évaluer le bien-être au travail et les troubles psychologiques des gens qui travaillent pour Jean-Paul. Résultat, bon, un massacre, sans doute, la moitié de l'équipe probablement à 2 doigts de se pendre. Mais bref, un rapport très très négatif. Mais ce n'est pas pour ça que Jean-Paul a fait enterrer le rapport. Non, c'est un rapport des ressources humaines. Je veux dire, c'est des êtres humains. Tout le monde s'en bat plus ou moins les couilles. Sauf que dans le rapport, il y avait 2 lignes qui parlaient du bilan financier. Là, c'est des chiffres, là, ça a une valeur, donc là, il a fait censurer. Et soi-disant, selon les journalistes du Point, Jean-Paul aurait été plus ou moins payé à rien foutre. Non mais c'est pas vrai, vous mentez. Cacaboudin, non mais vous êtes qui? Une bande de connards qui se lèvent à 11h, là, un rail de coke, on écrit une pige. Non mais Jean-Paul, c'est un mec qui respectait le travail. Il venait tous les matins. Ah ben ça, je peux te le dire, parce que sur les 8 voitures de l'organisation, les 8 chauffeurs, il y en a 2 des chauffeurs qui lui étaient personnellement dédiés. Juste pour lui. Donc, mec, il avait tellement peur d'être à la bourre le matin qu'il avait 2 chauffeurs. Juste pour lui, que s'il y en a un qui est malade, et que le deuxième même il est malade, et ben il sera obligé de prendre le métro, qui est souvent en retard, donc il prenait des précautions. Non mais c'est pas un homme qui a envie d'aller bosser, ça. Et c'est pas le plus dingue, vous savez ce qu'il faisait, Jean-Paul? Tellement il voulait être à l'heure le lundi matin, tellement il voulait être sûr d'être là, et ben il quittait son travail le jeudi soir, et il revenait que le lundi. Alors 4 jours d'avance pour être sûr d'être à l'heure au travail. Vous en connaissez d'autres des comme ça? Donc maintenant c'est fini les conneries, d'accord, les journalogues du Point. On arrête de s'acharner sur Jean-Paul Delevoye. Non mais parler d'exemplarité à Jean-Paul Delevoye, c'est comme oser donner des leçons de charité à l'abbé Pierre. Voilà, c'est exactement pareil. L'exemplarité, Jean-Paul Delevoye, mais c'est son dada. Mais c'est comme Omar Sharif avec le tiercé. Lui, c'est tout le temps exemplarité. Dès qu'il est à la télé, je voudrais parler de l'exemplarité. Oui, mais c'est un débat sur l'IVG, monsieur. M'en fous, je parlerai quand même de l'exemplarité. Il a ramené son museau en permanence, ce qui crée donc le malaise. Notre situation est une situation de franchise et de transparence avec l'opinion. De retour au réel. Pardon? De retour au réel. Absolument. Vous savez, la confiance de nos concitoyens vis-à-vis des politiques, c'est certes l'exemplarité, c'est certes la transparence, mais c'est aussi la vérité. Et je crois qu'il ne faut rien cacher. Personne n'est épargné du devoir de respecter les règles et les principes de transparence. Jean-Paul Delevoye fait une déclaration incomplète à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au moment de son entrée au gouvernement. Il ne faut rien cacher. Le haut-commissaire en charge du dossier des retraites a une nouvelle fois omis d'indiquer une de ses activités. L'ère moderne dans lequel nous rentrons, c'est la transparence. Jean-Paul Delevoye continue à être mis en cause pour n'avoir pas déclaré l'ensemble de ses activités à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, activités bénévoles pour l'essentiel, mais qui peuvent présenter pour certaines un risque de conflit d'intérêts. Vous êtes pour la moralisation aussi de la vie syndicale, et pas que de la vie politique. Attendez, tout ce qui reçoit de l'argent public mérite d'être évalué et d'avoir la transparence. Président du think tank Parallax, un dernier poste rémunéré plus de 5 300 € par mois. Je le dis sans aucune arrière-pensée. Mon angoisse, c'est de voir aujourd'hui la remise en cause de la confiance dans la décision publique parce qu'il y a un manque d'éthique et un non-respect à l'éthique. Mais c'est vrai aujourd'hui.
sur l'ensemble d'un certain nombre de comportements qui se doivent d'être exemplaires. L'exemplarité est aujourd'hui un élément de construction de la confiance. La transparence est aujourd'hui aussi quelque chose de tout à fait déterminant. Alors, il parle bien, Jean-Paul, quand même. T'as vu, il dit, ce qui m'angoisse. Tu vois, ah, mon cœur, ça l'angoisse. Tu dors pas bien la nuit, le pauvre loulou. Par contre, si tu continues à jouer au con, moi, je pense que tes problèmes d'insomnie vont pas se régler tout de suite. Hein. Ah, dans un avenir proche, ça risque peut-être même d'empirer. Non, pas à cause de tes angoisses, à cause de Mokhtar. Mokhtar, ton co-détenu, voilà, juste au-dessus du lit superposé, le dépeceur d'Istanbul lui-même, voilà, qui s'est découvert d'ailleurs il y a peu de temps une proximité très étonnante hein, vis-à-vis des hommes, contrairement à ce que sa pratique rigoriste de la religion pouvait laisser sous-entendre. Enfin bon, c'est pas grave, hein, en tout cas, moi, je vous laisse régler ça entre vous, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon, après, inutile de vous préciser que tout ça s'est fait dans un manque de classe absolu, le mec ayant eu le culot d'aller jusqu'à accuser sa femme. Je m'étais trompé sur ma situation patrimoniale, j'avais aussi mis le patrimoine de ma femme. Merde, la chancla. On m'a dit de le corriger car je devais indiquer mon seul patrimoine. J'avoue, autant je suis... Ah, quand il dit j'avoue, ce mec-là en général, c'est... Il se fout de ta gueule après. Autant je suis rigoureux sur les budgets publics, autant c'est ma femme. Il nous fait une Colombo, le mec, qui s'occupe de tout ce qui est l'administratif. Oh putain. Tu remarqueras, ils ont un truc avec leur bonne femme. Léomard de De Rugy, c'était pour sa bonne femme. Fillon, le boulot, c'était pour sa bonne femme. À chaque fois, c'est les bonnes femmes. On sait pas pourquoi. Mais là, non, c'est vraiment, elle a même pas croqué, si tu veux. C'est-à-dire l'autre, elle a rien demandé, elle est là, t'es allé là gros comme un vieux mob. C'est affreux ce que t'as fait. Surtout que c'est un peu dégueulasse de lui en mettre plein le museau, camarade, parce qu'il y a pas longtemps, tu nous disais quoi? Quand je suis devenu haut-commissaire au gouvernement, j'ai été extrêmement attentif à ma déclaration de patrimoine et ayant toujours considéré que le déclaratif devait être contrôlé par des personnes assermentées, j'ai fait appel à un expert comptable. Donc ça c'est ce qu'il disait au Monde 2 ans avant. C'est fabuleux. Après, attention, la transparence en politique, c'est tout un art. Et il y en a qui sont pas préparés, comme François Bayrou. Oh putain, François Bayrou, oh, il a essayé de jouer la carte de l'honnête homme. Ouais, genre on met carte sur table, 0 langue de bois. Non, ça s'est pas bien passé du tout. Lui, il faut qu'il prenne des cours. Il était face à Jean-Jacques Bourdin. Et Jean-Jacques Bourdin, il lui a dit, bon là, vous avez quand même des gros problèmes de justice, vous aussi. Hein, donc, si vous êtes mis en examen, est-ce que vous resterez maire de Pau? Parce qu'à un moment, la question se pose. Et il a répondu. Eh bien, écoutez, tout le monde est mis en examen, ou à peu près dans la vie politique française. Ah ouais, carrément. C'est-à-dire, non mais attendez, je suis mis en examen. Et alors, tout le monde, je veux dire, donc à mon avis, vous savez quoi, il y a tellement de gens mis en examen, moi je pense qu'il faudrait le retirer du code pénal, ce truc. Mais non, mais c'est devenu la norme. Ah non, je suis désolé, les minorités d'hier deviennent parfois la norme et la majorité aujourd'hui. C'est valable aussi pour les hommes politiques corrompus. Vous resterez maire de Pau. Vous voulez qu'on fasse la liste des gens qui sont mis en examen? Mais moi je veux bien qu'on la fasse, la liste, François. On fait la liste et on la rend publique après. Hein, puis on voit comment ça se passe avec les gens par contre. Là aussi, ne t'inquiète pas, non, ça va pas bien se passer.